Did Froome stay away? Man, you should know. I'll tell you all about it. He's in the pink jersey right now. Bullshit. Oh là là, chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es très grand, allez mon grand. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible. Eh bien bonsoir à vous et bienvenue dans ce 4e numéro de Hors Délai, le podcast vélo à retardement qui revient donc pour une deuxième partie sur le Tour de France 2003. 2003, donc l'année du non-français à la guerre en Irak, de l'installation du premier radar automatique et de l'enregistrement du premier single de Leslie. Alors, autour de moi, mes 4 chroniqueurs habituels. Comment ça va, Loïs ? Ça va très bien, merci à tous. Voilà, donner un Oscar à cet homme pour cette voix, cette prestance. Jean-Michel Satur. Jean-Michel Satur, tout à fait. Voilà, j'ai plus rien dans mon casque, hein, je suis désolé pour vous. Mec, j'ai même vu les trucs marcher sur mon écran. Je vois les trucs que j'ai carrément sur Audacity. J'ai mon truc là qui a bougé. Tellement t'as parlé fort. Bah tiens, justement, Camille, puisque tu es là avec nous, comment vas-tu ce soir ? Eh bah écoutez, ça va, on est là. Hein. On est là pour parler d'un tour absolument magnifique. Tout à fait, magnifique et aussi honnête, je sais pas, par exemple, que la mairie de Marseille, d'où enregistre Rémi. Allez, direct, les attaques. C'est moche ça, monsieur. Mec, tu supportes ce qu'a fait l'Euskadi, enfin, je veux dire, c'est logique. Le groupe Bibi. Et Martin qui se fait discret depuis tout à l'heure, également. Bonsoir à toi, Martin. Bonjour à tous. Salut, ça va ? Bonjour les enfants. Bonsoir les petits enfants. Vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Alors, messieurs, la dernière fois, nous avions laissé donc le joyeux peloton de ce Tour de France du centenaire à la veille la première explication, le premier contre-la-montre. Le contre-la-montre entre Gaillac et Cap Découverte. Un fort beau parc d'attractions s'il en est qui représente absolument je ne sais pas quoi. Alors moi je peux te dire ce que c'est. Eh bien je t'en prie. En fait c'était une ancienne mine à ciel ouvert qu'ils ont voulu reconvertir dans un parc de loisirs. Ça a été un flop absolu. Mais oui, parce qu'avant de regarder ce parcours, est-ce que l'un de vous avait vraiment déjà entendu parler de Cap Découverte concrètement, à part sur ce Tour de France ? Oui. Bah, Oui, mais Non, Pardon, Camille ? tu vois. C'est pas un truc dont Moscato parle souvent alors que Gaillac c'est un peu sa ville, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. j'ai pas Il envie de apporte éventuellement, mais je crois que ça peut. moi, j'en avais entendu parler parce que justement, j'ai la moitié de ma famille qui est dans le Tarn, donc je connais un peu le coin, etc. C'était un truc, ça avait fait un peu, ça, ils en avaient parlé dans la presse, etc. Mais je peux te dire que c'était un flop absolu au niveau du projet, enfin au niveau de ce qu'ils comptaient en faire, quoi. Oui, les autorités ont essayé de faire un troisième truc dans le Tarn après CO et Pierre Fabre, quoi. Bah, moi là, je viens d'apprendre que j'habite à 50 km de Cap Découverte. Donc, une nouvelle. Tu habites à c'est pour Gaillac. dire à quel point j'étais au courant. Quelle chance. Un peu plus, C'est à côté de Carmont. à Toulouse. Pourquoi tu parles Bah, avec c'est ton pas très loin vision, de Toulouse. Moi, je suis à Toulouse, donc. D'accord, à côté de Carmaux, donc on salue les camarades socialistes qui peuvent nous écouter potentiellement, ça leur rappellera de chouettes souvenirs. Alors messieurs, donc nous avons 48 km faussement plats entre donc Gaillac et Cap Découverte, courus sous une température qu'on pourrait qualifier de quelque peu excessive. Il faisait à peine 95 degrés, ça va, je veux dire. Voilà, une température équivalente à l'hématocrit de Bjarne-Riis. les mauvaises années. Parce que je crois avoir retrouvé sur un vieux bulletin météo quelque chose de genre 44, 45 dans l'air et à peu près un peu plus de 60 sur... Il faisait 61 sur le bitume. Voilà, donc en gros, autant dire que si jamais tu tombes, t'es mort. Attends, t'es habitué quand même. Bah, là, il y a les brûlures. Attends, ça fait déjà 13 Double jours. dose de brûlure. Ça fait déjà 13 jours qu'ils roulaient sous des températures pareilles. Ouais, bah tu t'habitues, hein. Les forces de la route ou pas les forces de la route? Ah ouais, non, mais... Ah, mais là, Ah bah là, clairement, là, ouais, tu mais tombais- pas parce Bah, qu'on c'est dit les vrai, forces de la hein. route qu'il faut recréer les conditions climatiques de Cayenne non plus, hein, tu vois. Enfin, c'est non, mais là tu tombais à plat ventre, tu faisais 2 œufs au plat. c'est ça. Un seul si tu t'appelais Armstrong, mais bon, bref.
Ouais, voilà. Bah, c'est bien, c'est que les coupures que tu faisais en rappant, bah, c'était immédiatement cautérisé, quoi. Ah, c'est vrai. Avec la chaîne. Certes. C'est ça, c'est comme quand tu te faisais trancher, tu te fais trancher la main dans Star Wars. On t'explique qu'il n'y a pas de sang parce que ça cautérise tout de suite. Après, vu comme ils sont maigres, à mon avis, tu tombes sur un truc comme ça, tu te fais direct du bacon. Hein. C'est pas mal. Hein. Bah, demande à Roberto Heras parce que je sais pas si c'est ce jour-là, mais on le voit dans les Pyrénées bien harnaché de partout, donc je pense que ouais, il a dû laisser quelques plumes. Après, faut quand même pas non plus oublier que c'est quand même des mecs qui courent. Enfin, qu'aujourd'hui, on court à Oman, on court au Qatar et on court en Arabie Saoudite. Donc bon, ça va être quasiment à la même température quand même. Ce n'est pas faux. Ouais, Alors, mais ils vont tout. Et puis, Bah, ils ont monté, mais depuis à bon. l'époque, de toute façon, les Lance Armstrong, ils couraient 40 jours par an. Bon, c'est ça. il y en avait quelques-uns un peu durs. Je crois que celui qui courait le moins, c'est Cipollini qui faisait même pas un mois en tout et pour tout, alors qu'il courait le Giro. Hein. Pour vous donner une petite idée. Donc, messieurs, les autres années, en général, on avait tendance à peut-être aller à une expression près, à voir Armstrong mettre une grosse fessée à ses rivaux. Et là, force est de constater que si finalement un seul lui prend du temps, je crois, c'est pas dans des petites proportions. Bah, c'est-à-dire qu'il a connu une grosse défaillance, il aime pas le chaud. Il est complètement déshydraté, il était pas bien. Et puis Moyen Ulrich, il est arrivé en force, frais, dans sa préparation dans le vélo club de Gaillac, tranquille, avec la clim. C'est vrai, ça c'est une des images incroyables de ce Tour de France, c'est-à-dire que normalement donc les coureurs s'échauffent sur des rouleaux à côté du tremplin de départ, mais là vu la température, il a demandé je crois un magasin de vélo donc de lui Le seul truc où il y avait la clim. C'est ça. Non, mais c'est les vieux réflexes, quoi. Aider les Allemands, non, mais ça va pas. Oui. Après, on pourrait aussi parler de stratégie un peu de l'ex-RDA, tu vois, c'est que vraiment système D poussé à son paroxysme, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et il faut dire que ça a l'air d'être à peu près unanime de la part des coureurs qui l'ont croisé cette année. Ulrich avait l'air affûté comme jamais sur ce Tour de France. Et il est en plus, alors peut-être que pour ça, il a été aidé par une gastro-entérite en début de course. Mais toujours est-il qu'il va creuser des écarts assez considérables. Ah bah... Quand tu mets une minute 30... De toute façon, les années précédentes, c'était Armstrong qui mettait la déculottée sur tout le monde et qui mettait tout le monde d'accord sur contre-la-montre. Et cette année-là, bah, c'est Ulrich, il a fait la même chose. Il a mis une 30 sur Armstrong, 2 minutes sur Evino, et puis les autres, c'est à 2 minutes 40. Quoi. C'est, tout de suite, on l'avait oublié, on l'avait listé comme n'étant plus une menace pour le général et il se remet immédiatement dans la course. Il redevient deuxième du classement à 30 secondes d'Armstrong. Voilà, c'est une grosse démonstration d'Ulrich, peut-être encore plus que la relative contre-performance d'Armstrong qui finit quand même deuxième. C'est ça, et surtout quand on regarde un petit peu le classement de l'étape, on voit les fessées que met Ulrich aux spécialistes du chrono. Donc il met quand même 2,43 à Hamilton, 3,26 à Peskel, 3 minutes 55 à Millard, qui était pourtant préparé, on va dire, de façon scientifique. Et champion du monde en fin de saison, de contre-la-montre. Avant qu'il soit retiré pour dopage, mais c'est quand même lui qui va chercher champion du monde, Millard. Oui, et on reparlera de lui d'ailleurs, justement, à propos du deuxième contre-la-montre. Donc voilà, peut-être l'image le plus gros KO pris par Armstrong dans tout son règne potentiellement. Bah, c'est sûr que lui il se sentait pas bien, mais je pense qu'il espérait que le traitement qui s'infligeait allait lui permettre de tenir le niveau. Et tu vois Ulrich qui a pas l'impression de défaillir et qui est de mieux en mieux. Je pense que si le Tour de France reste sur les mêmes conditions climatiques tout du long, jamais Armstrong gagne. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, tu vois, j'ai un peu plus de mal avec cette truc-là. Parce que je me dis plutôt que, en fait, oui, il met un énorme coup à Armstrong, il met un énorme coup à tout le monde, en fait, ce jour-là. Mais il est quand même à 34 secondes. Donc, en fait, donc Armstrong, il peut se dire, j'ai eu mon jour 100. Ah oui, j'ai quand même fait deuxième de l'étape, mais j'ai eu mon jour 100. Et je suis quand même devant, et il y a quand même 30 secondes à reprendre. Donc, du coup, c'est quasiment un truc loupé, quoi. Ouais, mais quand t'es à la place d'Ulrich, tu dis que j'ai déjà repris une 30 sur un chrono de 48 bornes, t'en as un qui est encore un peu plus long, je crois, juste après. Mais qui est très différent, quand même. Oui, mais est-ce que tu te dis pas, bon, là, clairement, là, c'est l'année, quoi, ça va le faire.
Ouais, clairement. Bah, de toute façon, je pense qu'on va le voir dans les étapes suivantes où Ulrich s'est positionné presque comme le favori, lui-même et son équipe. Oui. Mais bah oui, c'est clair, là, il est à 30 secondes, il y a un contre-la-montre final où il se sent très fort. Dès le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, il va quand même reprendre il va quand même lâcher Armstrong de la roue et avec les bonifs lui en reprendre 17 au total. Donc à ce moment-là, je pense qu'Ulrich, dans sa tête, il pense pouvoir battre Armstrong, clairement. Ouais, mais tu peux pas Il quand même pense enlever qu'il le va fait. battre Armstrong. Ouais, mais tu peux pas enlever le fait que Armstrong il se dit putain, j'ai passé une journée de merde aujourd'hui, j'aurais dû perdre mon maillot. Et il le garde quand même. Et là, je pense que ça te rebooste à mort. Tu te dis putain, j'ai passé une journée de merde. J'ai passé une journée où j'aurais dû perdre mon maillot. Et puis il est pas le Et seul le à avoir gars, des ambitions avant les Pyrénées, parce que quand on regarde le classement à l'issue de l'étape, on voit que Vinokourov est encore là à 51 secondes après une semaine et un chrono. bah, ouais, le Kurov, increvable. Ouais, notre champion, champion olympique du TLHA, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ça en est plutôt bien sorti. Et voilà, petite dédicace aussi aux fans d'Euskaltel et Euskadi, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, avec les deux leaders qui se retrouvent exactement dans le même temps, à la sortie du chrono. Donc, entre la chaleur, le premier signe de faiblesse montré par Armstrong, la plupart des suiveurs s'attendent à ce que les Pyrénées soient dingues, et elles l'ont été. Et ce dès le lendemain, donc avec une étape avec un spécial design Jean-Marie Leblanc, c'est-à-dire le port de Paillères, qui est un des plus gros monstres des Pyrénées, mais une arrivée au plateau de Bonascre, qui je crois que c'est même pas, c'est même pas hors catégorie, quoi. C'est vraiment première voire deuxième selon les années, il me semble. C'est une arrivée qui est plus utilisée maintenant, hein, je crois. Il me semble, parce que je crois que c'était une année où les Sky avaient eu un peu du mal, parce que justement c'était peut-être pas assez dur pour lâcher tout le monde, donc oui, c'est quelque chose qu'on voit plus trop. Et aussi une équipe un peu qui commence à défaillir, ce qu'on voit dans le port des Paillères, donc Eras qui est à la traîne, le Beltrán qui fait un tempo vraiment limité dans le groupe, et Roubiera qui est parti devant, chose qu'on ne voyait jamais dans l'US Postal les années précédentes. Peut-être une volonté de changer de tactique. Bah, je pense que c'est justement du fait que l'équipe était pas moins forte que les années précédentes. On avait toujours ces mecs qui étaient bien placés, donc Roubiera, Beltrán aussi le lendemain, je crois, qui étaient quand même pas trop mal placés au général et qui on pouvait envoyer en échappée et laisser l'échappée prendre du temps, ne pas avoir assumé le train en fait dans le peloton parce qu'on avait ce mec bien placé au général et que si ça prenait 20 minutes, bah, tu te retrouves avec Roubiera en jaune et tu regardes les adversaires en disant bah, c'est à vous d'aller le chercher maintenant, quoi. Donc c'est une manière de ne pas avoir à travailler en fait et de pouvoir garder plus d'énergie pour aider à la fin, même si parce que l'équipe était moins forte, je pense qu'ils s'en étaient rendu compte. Pourtant, on est sur une stratégie mi-Fig, mi-Movistar, avec justement Roubiera devant et Beltrán qui fait le tempo dans le groupe des favoris. Donc à croire que ouais, ils avaient un petit peu le derrière entre deux selles potentiellement, et que du coup ils ont peut-être pas osé laisser prendre trop de champ à l'échappée, parce que dans le port de Paillères, Carlos Sastre et Mercado partent en contre. Mais enfin, je veux dire, quand t'es l'US Postal, à un moment, tu te dis bah c'est parfait, 3 mecs devant, D'ailleurs, c'est pas t'as plus de bonif. C'est pas la première étape où les Bianchi commencent à prendre la course en main, à rouler. Si, totalement. Bah, on voit pas mal Casero dans cette montée, essayer justement de faire le train, mais il est un peu seul, peut-être, dans toute l'équipe. Mais disons que c'est la première étape de montagne où Ulrich commence à avoir vraiment des grosses ambitions en faisant rouler ses gars. Ce que dans les Alpes, on n'a pas du tout eu. Oui, tout à fait. Mais bon, après, comme quasi systématiquement depuis déjà pas mal de temps sur le Tour de France, dans l'avant-dernière ascension, il ne se passe rien. Donc il faut attendre le plateau de Bonascre pour voir du spectacle. Et qui est-ce qui déclenche les hostilités? Bah justement, je laisse la parole à Rémi. L'incroyable Aymar Soubeldia, bien sûr. Exactement. On attendait Iban Mayo qui avait posé des petites banderilles dans
le port de Payerne, et c'est Zubeldia qui lance un peu les choses dans le groupe des favoris. L'homme le plus discret du monde qui finit par sortir un peu de sa tanière, comme quoi il s'est vraiment passé des trucs de fou sur ce tour-là. On a même vu Zubeldia placer des attaques. Voilà, le truc qu'on n'aurait jamais pensé arriver, c'est arrivé. Alors rassurez-vous, vous qui nous écoutez, Ivan Basso n'a pas attaqué. Voilà, soyez tranquilles. Et une attaque de Menchov, ah non, je déconne. C'est ça. Mais on a aussi vu du coup Vinokourov tenter d'y aller, mais presque un peu au bluff parce qu'il avait pas l'air au mieux. Et alors que Armstrong est tout seul et commence un petit peu à galérer, c'est alors que l'enfant de l'ex-RDA décide d'accélérer. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'attaque en parlant d'Ulrich ? Bah, c'est les attaques des grandes années d'Ulrich, c'est-à-dire au train où il bouge pas le cul de sa selle et il accélère le rythme sur un gros plateau pour la montée et il asphyxie tout le monde dans sa roue. Et là, c'est ce qu'il a fait au final. Et Armstrong commence à lâcher petit à petit jusqu'à ce qu'il est totalement pété, quoi. Enfin, il est totalement pété, jusqu'à ce qu'il puisse plus suivre. J'arrive pas à voir sur les vidéos, mais je serais curieux de savoir quel braquet il utilise en montagne, histoire de pleurer un petit peu. Parce que, À mon avis, rien qu'avec son coup de pédale, il peut donner de l'électricité à tout un pays, hein, à mon avis, clairement. Ouais, alors le problème, c'est qu'on l'a déjà fait dans l'épisode précédent avec RCPU, donc Mais c'est pas grave, moi je recycle les vannes, moi je suis écolo. Hein. Non, mais du coup, on peut recycler la vanne en disant c'est comme Pikachu dans le premier épisode de Pokémon où il fait marcher le truc argentin. C'est ça, Voilà. ou c'est comme ça que fonctionnaient les Trabantes, c'est pour ça qu'elles marchent plus aujourd'hui. Voilà, on peut un petit peu enchaîner là-dessus. Et donc ça finit par marcher parce qu'il arrive quand même à décramponner Armstrong dans l'ascension, mais à 3 km du sommet. Donc au final, une grosse impression de force, une attaque avec tous les guillemets qu'on peut mettre, mais un gain en temps minime. Vous qui avez le classement sous les yeux. Ouais, il gagne 7 secondes plus les bonifs, il doit prendre 11 secondes au total, je crois. Non, 19. 19, Ouais, c'est 12 de bonif, pardon. Donc il prend 19, il revient 15 secondes au général à la fin de cette étape. Ouais, ça fait 2 fois de suite qu'Armstrong est moins bien. Et là, on peut se dire, si Ulrich était peut-être parti plus tôt, est-ce qu'il aurait pu creuser plus ou est-ce qu'il serait écroulé, on ne sait pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il peut... Là, il n'aura jamais été aussi près de Zmeio, ça c'est sûr. De lui arracher, tout à fait. Je dirais que moi, j'étais encore persuadé, pour le coup, que Armstrong, là, pour moi, c'est ce soir-là où il gagne vraiment le tour parce qu'il se dit, putain, mais même quand ça fait 2 jours que je suis mal, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment 2 jours qu'il est mal, ça fait 2 jours qu'il est prenable en fait. C'est la première fois que tu le vois, c'est bon, il est prenable. Tu peux le niquer, et ça fait 2 jours qu'il reste maillot jaune. Pour moi, ce soir-là, il a gagné. Dans la tête, en tout cas, il a gagné. Plus, mais après, c'était pas non plus justement l'étape qui était censée être décisive derrière. Et on voit que c'était peut-être pas assez dur sur la fin pour peut-être tout donner à ce moment-là et faire des vrais écarts aussitôt. C'est Alors moi, je parle vraiment genre mentalement. quelques bonnes conneries derrière dans les jours d'après. Ouais. Mais moi, je parle mentalement, vraiment je mentalement. pense que mentalement, par contre, peut-être qu'Armstrong il peut se dire ça, mais je pense qu'à ce moment-là, mentalement, Ulrich il est au max parce que il l'a battu sur contre-la-montre, certes, mais on se disait quand même qu'en montagne, Armstrong pouvait aller largement le tenir à respect, voire lui reprendre du temps, et il vient de grignoter sur Armstrong, là où justement on se disait qu'Armstrong devait être meilleur. Ouais, mais pas assez. Alors, je pense que le Rich, il est vraiment à fond. Là, il est en plus 5. Il est en plus 5 sur PCM, littéralement. Armstrong, il est en moins 5. Et pourtant, tu leur prends que 7 secondes. T'arrives pas à couper ce truc-là, en fait. T'arrives pas à couper le tout déficit. Parce que 30 secondes au départ, c'est tout petit. Et là, 15, c'est encore plus petit, tu vois. Mais t'arrives pas à grignoter. Oui, mais regarde l'étape quand même. C'est pas non plus, justement, Oui, c'est pas une étape. mais après, il est pas bien. 5 minutes, et justement, c'est pas là où Ulrich doit jouer toutes ses douilles. Il doit en garder pour après, quoi. Après, je pense qu'il y a une grosse occasion ratée, c'est quand justement quand Zubeldia attaque. C'est pourquoi est-ce que Ulrich et Vinokourov essayent de revenir sur lui. Là, la meilleure chose à faire quand t'as un maillot jaune qui est un peu à la dérive, c'est que tu dis bah t'y vas. Allez, fais le taf, et puis du coup derrière on te plante. Mais non, c'est vrai que Zubeldia, il est loin déjà. Ils sont revenus tous les deux sur Zubeldia qui était qui est quasiment à 3 minutes de Vinokourov, quoi. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens à ce moment-là de faire quoi que ce soit. Rouleur, etc. Oui,
conduit avec maillot, peut-être, on sait pas. Oui, Non, Oui, mais je pense que Armstrong n'a pas non plus l'intérêt spécialement de rouler derrière, donc il n'aurait pas roulé et que peut-être que ça permet de le fatiguer un peu plus au moins de mener des gros relais, quoi. Je sais pas. à voir, à voir. En tout cas, bon, ça, Ulrich se rapproche à 15 secondes, Vinokourov perd un petit peu de terrain, mais toujours, je crois, dans la même minute. on Donc, parle pas du vainqueur de l'étape. on ne parle pas du vainqueur de l'étape, effectivement. Donc, Carlos Sastre et sa célébration, bah, je pense que tu voulais en parler, Rémi. Oui, avec la tétine pour dédicacer à sa fille qui s'appelle Claudia, je crois. Donc, du coup, ouais, il a gagné sa première étape sur le Tour on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire en prenant l'échappée un peu de loin, en finissant en solitaire et en pur grimpeur espagnol. Entre-temps, Vinokourov reste à 1 minute 1, donc toujours largement en embuscade, ce qui va se vérifier dès le lendemain, donc avec une étape, c'est la classique qu'on a tous les ans, en fait, concrètement, hein, c'est, voilà, on a Tourmalet, Aspin, Persourde, ça dépend dans quel ordre, mais généralement, c'est à peu près impossible d'y couper. Et donc cette fois-ci, Vinokourov, qui je pense n'avait mis qu'une demi-attaque la veille, donc il va être déçu, il n'avait pas son quota, il en remet une dans Persourde, et cette fois-ci, donc il est accompagné de Maillot, et là, à un moment donné, pour une des premières fois depuis le début de l'ère Armstrong, il est virtuellement dépossédé de son maillot jaune. Alors déjà, au début de l'étape, je crois qu'il est aussi virtuellement dépossédé de son maillot jaune par Manuel Beltrán, justement, qui était dans l'échappée, puisque l'échappée prend beaucoup d'avance, je crois, au tout début. Mais c'est vrai que oui, sur cette attaque de Vinokourov, où il part avec maillot, et derrière, Armstrong et Ulrich aussi, qui justement prenaient de plus en plus la course à son compte, se retrouvent bien embêtés, parce que dans un premier temps, ils se regardent, et finalement, ils se retrouvent obligés de collaborer pour essayer de limiter les dégâts, quoi. Oui, sachant que derrière, Maillot ne roule pas du tout avec Vinokourov pour essayer de préserver la place de Zubeldia. Quand je vous dis que préserver les 5e places, c'est un des cancers du cyclisme, j'en perds ma voix. Attends. Il avait que 3 minutes de retard sur le podium. Après, franchement, Oui, c'est clair. après en soi, t'es avec Vinokourov. Moi, je suis maillot, je roule pas. Hein. Moi, je laisse Vinokourov tout faire. Vinokourov, il va pour s'approcher, donc. Moi je fais pas ça. Moi, je suis avec Vinokourov, je suis avec lui, je lui demande combien, tu vois, pour rouler. Et là, t'as la possibilité de mettre tes enfants à l'abri pour le restant de tes jours. Donc, ça paraît bien, stratégie. Ça, on savait pas à l'époque, ça, que Vinokourov fait payer les gens. C'est vrai. Mais il n'est peut-être pas encore amassé assez. Aussi. Voilà. non, mais je comprends qu'on laisse vraiment Vinokourov rouler le plus possible. Après, je dis pas de passer par un petit relais ou deux. Mais non, c'est Vinokourov de bosser. C'est littéralement Vinokourov de bouffer. Enfin, de bosser. Il peut aller choper. Peut-être. Il est pas loin de la première place à la fin. Tu vois, il est pas loin de son maillot jaune. En vrai, c'est à lui de bosser. Certes. Et surtout, à partir du moment où l'échappée va pas être rattrapée, là, Maillot, tout de suite, les incentives pour rouler sont moins présentes, quoi. Oui, parce qu'il y avait du beau monde dans l'échappée. Est-ce que quelqu'un, du coup, veut développer ? Il y avait Gilbert Simon. Gilbert Simon, tout à fait, ouais. Qui était le frère de Serge, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous savez qu'il était médecin. Gilbert Simon qui a failli abandonner d'ailleurs, hein, qui était pas loin d'abandonner quelques jours avant. La veille, il est bien dans les choux, dans le port de Payard. Surtout qu'il avait un peu ouvert sa bouche aussi avant le tour, en disant qu'il allait montrer à Armstrong ce que c'était les vrais grimpeurs italiens. Bon, bah là. On a vu. Voilà, il sauve son tour avec une victoire d'étape devant les Laurent amis Dufault et Richard Virenque. Voilà, Virenque solide son maillot à poids. Tout à fait, avec 300 points tout pile à la fin de la journée. Andrea Perron qui essaie de faire le coup de revenir au kilomètre et d'attaquer immédiatement. À la Stephen Cummings, ouais. Mais c'était plus attentif. Et malheureusement, Walter Benetto, qui était dans une super forme, qui fait chaud à 10 secondes. Oui, de tête. Sacré Walter Benetto. Exactement. Il n'est pas le frère de Julien, alors que j'ai toujours cru ça quand j'étais jeune. Je vous jure, c'est incroyable. Alors, petite anecdote sur cette échappée, c'est que Laurent Dufault et Richard Virenque ont élaboré leur tactique la veille par SMS.
Alors visiblement sur la fin d'étape, il n'y avait plus de réseau parce qu'ils n'ont pas tenté de se débarrasser de Simoni. Mais voilà, c'était un petit peu les nouvelles technologies de 2003. Oui, donc voilà, parce qu'il va falloir s'arrêter. C'est que, attends, c'était déjà les SMS en 2003. Oui, Bah ça coûtait méga cher sur ton forfait à 15 balles, t'en avais qu'une centaine, C'était et après 10 t'avais plus rien. centimes ou un truc comme ça. Ok, donc attendez, vous êtes en train de me raconter qu'ils ont dépensé très cher. Ils ont dépensé très cher pour faire une tactique pour finir 2 et 3. Oui, Putain, tout à t'as changé la Suisse. Ah ouais, Non, mais en plus, Alors, ce qui est horrible, c'est que tu te Il y dis, a toujours les liens du sang entre Dufaux et Virenque, quoi. mais c'est ça. Ah oui. Et tous les mecs de l'époque Festina. Mais le pire, c'est que tu te dis à la rigueur, Virenque, bon, il consolide son maillot à poids, vas-y, barre-toi avec du faux. Mais non, même pas, il va l'emmener et tout. Ils se font zober par Simoni, c'est magnifique. Il y a rien qui va. Oui, alors que dans le final, même dans la partie descendante, tu peux quand même tenter un truc, quoi. Si t'es 2 contre 1, t'as Bon, quand après, même... Simoni, je sais pas si c'est lui que tu vas attaquer en descente, quoi. Ah, pourtant, Viran qui descendait très très bien, hein, si je me... si je Ouais, me- mais Simoni aussi, Dufaux aussi, c'est bon descendeur au final. Mm. Donc, Ouais, ça aurait pu donner un truc sympa. Après, il fallait distinguer le vrai du faux. Ok, Ouais. je relèverai même pas, et je relèverai seulement que à l'arrivée de cette étape, nous nous retrouvons avec les 3 premiers du classement général en 18 secondes. Alors je sais pas si on a vu ça récemment avec autant d'étapes de montagne, je crois qu'on est déjà à la 13e en tout, un écart aussi resserré en tête de classement. Bah, le problème, c'est que je sais pas si vous vous rappelez du tour. Je sais pas si vous vous rappelez du tour où il y avait. En gros, après. C'est le tour où Froome et Contador abandonnent sur les pavés, je crois. Il me semble qu'il n'y a pas du tout d'écart de fait, à part les contre-la-montre. C'est pas celui-là où je me trompe. Nibali, il avait de la marge. Hein, quand même. Ouais, mais Nibali c'est avait le genre. déjà un peu nickel game. Oui, mais en fait, il a déjà fait l'écart sur le contre-la-montre. Mais en fait, au final, il y avait 0 écart cette étape de montagne. Ah bah Si je si, me trompe pas. peut-être en 2006 quand Pereiro reprend le maillot, je crois qu'il doit avoir quelques secondes d'avance ou un truc comme ça. Ouais, parce que 2014, Nibali, il gagne à Planche des Bêtes, il gagne à Champs-Rousse, il gagne dans les Pyrénées aussi, je sais plus laquelle, et il avait gagné à Sheffield. En fait, il avait fait des écarts un peu partout sur les pavés, etc. Oui, donc c'est pas celle-là. En tête. Du coup, Non, Oui, 2006. je les mets bien loin, hein, ils sont bien. Ah, d'ailleurs, ça avait été la révélation pour moi, Nibali sur les pavés cette année-là. Ah oui. Avec l'incroyable Fuglsang et Leo Questra en lieutenant. Ouais, bon, voilà, on parle de Jakob Fuglsang, donc du coup, ça va m'énerver, donc on va enchaîner. Et moi, j'ai arriver entendu le nom peut-être à... Vieux Vestra, donc voilà. Ouais, si t'arrives à le prononcer, respect. Et on arrive du coup au mythe. Vieux Vestra, facile. Comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Ouais, Vieux Vestra. on va dire ça. Triple. Exactement. Ouais, mon compte triple. Et donc, on arrive au mythe de ce Tour de France, peut-être l'étape la plus connue, avec des images qu'on fait le tour du monde un sacré paquet de fois, l'étape de Luzardinen. Donc, même chose, hein, on est sur je crois qu'on se retape Aspin, Portillon, Tourmalet, et du coup la montée vers Luzardinen, qui est pas non plus rigolote. Alors, j'ai oublié justement de rajouter un point chat Armstrong sur les 2 étapes précédentes. Le premier, parce que les concurrents n'ont pas attaqué. Le deuxième, parce que les températures ont commencé à baisser. Donc là, ça se poursuit. Et donc, ouvre la route sur cette étape le jeune, à l'époque, ça me fait bizarre de dire ça, Sylvain Chavanel, qui est un quasi néophyte du Tour de France, que je crois que c'est que Mimosa. sa deuxième participation, Mimosa, tout à fait, qui se débarrasse en cours de route de Santiago Botero, et qui se retrouve du coup seul aux abords de l'ascension finale, quand... non, du coup c'est dans le Tourmalet plutôt que les hostilités commencent, avec Jan Ullrich qui décroche Lance Armstrong. Et là, est-ce que, messieurs, quand on revient une étape, vous vous dites pas, il y avait un truc à faire quand Ullrich décroche Armstrong dans le Tourmalet? Voilà, faut y aller. Là, faut se faire mal. Bah, je pense que c'est. Non, je pense pas, parce que justement, quand tu vois au final comment ça se passe derrière, tu te rends compte qu'Armstrong était en train de gérer au final et qu'il arrive à revenir en haut de la côte, et Ulrich n'a pas la force de retourner, et derrière, Mais ça, quand tu tu sais vois pas, ça, au sur début. Lizard-Dylan, tu sais pas. Mais ça, tu le sais pas. Mais... Bah oui, mais quoi? Ulrich, il n'a pas attendu Armstrong du tout, hein. Il était à fond, il était à 100% dans la montée. C'est juste qu'Armstrong est revenu, quoi. Il était plus fort. Je pense que quand tu vois l'étape, tu vois qu'Armstrong est plus fort et qu'il a géré parfaitement.
il est revenu sur Ulrich au moment où il fallait revenir. Il lui avait Après, déjà fait il le a coup en mis 2001 dans l'attaque l'Alpe en d'Huez fond. d'ailleurs. Et après, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la météo. Oui. Parce qu'il y a le retour de la pluie et ça a été vachement favorable à Armstrong. Ça a permis de surfer la cerise, la fin de la chaleur et les premières pluies, les premières étapes humides, on va dire. Ça a permis de se retaper et de revenir dans le jeu. On en profite pour saluer un coureur franc-comtois beaucoup plus à l'aise sous la pluie que sur les températures caniculaires. Et on lui souhaite un prompt rétablissement très rapide. Bien sûr. Je jure que je n'ai Et, absolument pas les comprendre. Oui, t'allais y Et, aller. non, Non, vas-y, pardon, c'est marrant. surtout dans le Tourmalet, ce qui se passe, c'est quand même que Vinokourov pète enfin, quoi. C'est ça, premier signe vraiment de faiblesse parce que bon, plateau de Bonacre, ça a fini au sprint, donc on se dit allez, peut-être que, surtout qu'il reprend du temps le lendemain, mais là oui, il commence enfin à payer, heureusement, parce qu'on arrive à la 14e étape, il a attaqué tous les jours, donc oui, c'est rassurant quelque part. Il arrive. Bah, devant. Enfin, rassurant, au final, l'histoire nous a montré que. Oui. Mais Bon, heureusement, voilà, pour lui, quoi. heureusement pour lui, pour limiter la casse d'ailleurs, qui retombe sur Bottero en haut du Tourmalet, qui peut rouler pour lui dans la descente et dans la vallée, parce que je crois que sinon c'est une catastrophe pour lui cette étape. Je crois qu'il y avait Giuseppe Guerini aussi qui était là. Oui, mais Guerini sur le plat, c'est un chouïa moins efficace quand même. Ouais. Mais il aurait pu donner des leçons à Lance Armstrong sur rentrer dans les spectateurs Dans les au photographes, bord ouais, de la route. tout à fait. Oui, parce que, bah voilà, transition absolument parfaite. Merci pour cette passe décisive, Martin. Parce que, alors que le groupe des favoris, les favoris se regroupent au pied de l'ascension, donc Maillot, pareil lui aussi, pour la 875e fois de ce Tour de France, essaye d'en mettre une. Armstrong le suit. Et là, bon, allez, honneur aux plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Loïs ? C'est marrant que tu dises honneur aux plus jeunes, puisque c'est une musette d'un jeune spectateur qui va se loger dans le guidon de Lance Armstrong lancé à 85 km/h dans la montée de l'Uzardiden, telle la McLaren F1 qu'il était. Et la chute d'Armstrong et de Maillot. Derrière, Ulrich arrive à esquiver tout ça. Donc, Superbe esquive d'ailleurs. oui, très très belle esquive. Et donc là, tout le monde se dit, ça y est, Armstrong est tombé, c'est l'ouverture, c'est machin. Tout le monde s'est regardé comme un Chien de faïence. Voilà, un chien de faïence. Je cherchais, merci. J'allais dire comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Et je crois que l'image qui reste le plus, c'est quand même Hamilton, clavicule pété, mais qui trouve le moyen de lever le bras Pour dire aux quel autres de nom. pas attaquer. Et il le fait après que Armstrong Incroyable. déchausse. Je crois Oui, que. c'est vrai, parce que Armstrong du coup essaye de revenir dans la roue de Roubira, qui fait un travail sur cette étape absolument monstrueux. Et alors peut-être qu'il appuie trop fort ou quoi, on ne sait pas. Il déchausse et il manque d'y laisser son deuxième testicule, très probablement dans cette affaire. Et de laisser aussi Iban Maillot encore une fois sur le carreau, le pauvre. Exactement. Et puis Le pauvre Iban Bayo, j'irai pas jusque là, mais oui, effectivement, c'est pas passé loin. Et donc voilà. Vas-y. Je voulais juste vous poser une question. Donc, en termes de chute de musette, est-ce qu'on est plus Armstrong ou plus Mühlberger? Ah, j'ai pas le souvenir de Mühlberger, du coup. Je me souviens de Hushoft qui se fait ouvrir le bras. C'est peut-être même l'année d'après. Ah oui, par une main en carton. Alors, on a dit que c'était une main en carton, mais c'était pas en plus un appareil photo, du coup, qui lui a ouvert le bras. Mühlberger, c'est avec la... Mühlberger, c'était cette année. T'as Jalabert, bien évidemment, aussi. Ah, Jalabert, Ça, je c'est l'ai un pas. gendarme. C'est un peu plus solide. quand Ah même. oui, C'est pas une musette, ouais. Attends, mais c'est Abdou Japarov, je sais plus, parce qu'il y en a un qui se prend C'est un... Nelison. C'est un Nelison bras en qui. carton. T'as Nelison qui du coup se fait téléporter par le gendarme, et le gendarme d'ailleurs qui se retrouve quelques mètres plus loin. On est vraiment là, Oui, pas puis, passé loin d'une catastrophe. Il y a le Oui, Tour de non, Pologne pour le aussi, coup, mais non. bref. Oui, exactement. Oh là, attention. Non, pour le coup, Jean Mühlberger, si tu te rappelles pas, c'est cette année, c'est au Tour des Flandres. Il lance sa musette et sa musette se prend dans son guidon, dans sa roue. On n'a pas trop compris vu que le mec, c'est genre, il lance sa musette et il finit par terre. Alors, du coup, un petit peu piqué au vif, un petit peu énervé, Armstrong se dit bon, allez tous vous faire foutre. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui l'ont pas lu, l'excellent bouquin Étape de Richard Moore qui raconte un peu son Tour de France idéal. Et donc, il y a cette étape-là.
et où Armstrong lui explique qu'en gros, lui et l'entourage d'Armstrong expliquent que Mayo, il pouvait pas l'encadrer, mais genre du tout, qu'il lui menait une vie pas possible sur les étapes de montagne et qu'il avait une haine viscérale envers lui. Donc je pense que là, ça l'a vraiment piqué à l'orgueil et il décide en gros de laisser tout le monde en plan et d'aller gagner l'étape. Mais moi, je reste persuadé de ma théorie de l'épisode dernier. Hein. Sa chute, ça a pété une des fioles qu'il avait dans son corps et c'était l'agent chimique X. C'est ça. Je vois que ça, c'est pas possible. L'autre il se prend une gaufre, il est lancé à limite à 40 bornes dans une montée, il se prend une gaufre, il est arrêté, il revient, il déchausse, il revient, il regarde tout le monde, il fait « Allez, salut !» Et il se barre comme si rien n'était. Tu fais « Mais mec... » Et quand tu vois comme il tombe, il est miraculé, hein, parce que la clavicule, elle y passe pas. Ah oui, il ça, peut... ça doit vraiment pas se jouer à beaucoup. Ah ouais, de toute façon, les mecs, la clavicule en 2003, c'est quoi, Vrai, c'est vrai. Cadeneva se dirait c'est 3 fois. Oui. 8, non, mais on va y arriver sur la clavicule, c'est l'étape d'après. Exactement. Voilà, rien une clavicule. Donc voilà, Armstrong reprend un peu de champ, il se retrouve, il met un petit peu 1 minute à Ulrich au général, en tout et pour tout. Et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que du coup le fait que Hamilton et Ulrich attendent Armstrong après sa chute, est-ce que c'est genre ce que justement Richard Moore appelle le code d'honneur des bandits, ou est-ce que c'est un peu un aveu de faiblesse face au parrain du peloton, un peu comme certains adversaires avec Hinault? Pour moi... Vas-y, je t'en prie. Non, trop bon, trop con. C'est-à-dire, les mecs qui veulent la jouer grand seigneur, derrière, ils se la font mettre comme pas possible. Donc, je pense qu'avec Armstrong, c'est pas le genre de mec à qui il faut faire des commandeurs, des politesses, quoi. Il faut jouer le crevard jusqu'au bout. C'est pas vraiment le genre à en faire non plus, effectivement. Oui, voilà. Moi, j'ai envie de... Tout à fait d'accord. J'ai envie de dire... Hamilton, il attend Armstrong, tu te dis les mecs, ils sont potes, Hamilton, il est loin au classement, bon. Ils étaient voisins d'ailleurs, ils habitaient le même immeuble, l'étage en dessous. Tu te dis, allez, ok, soit, ils sont pas dans la même équipe, mais il y a un lien fort, tu te dis, allez, d'accord. Mais il y a Ulrich, frère, c'est limite si t'as pas Dieu qui lui fait frère, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu branles, il y a plus Vino, il y a plus Mayo, il y a plus Armstrong, barre-toi. C'est Moïse devant la mer Rouge ouverte, il dit non vas-y frère, ça va faire plaisir sinon. Mais en fait toi Jean-Louis, t'as raison. Vas-y, excuse-moi Martin, vas-y. Ouais, pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'à ce moment-là, en fait, Ulrich est persuadé qu'il peut battre Armstrong à la régulière. Dans sa tête, il en est persuadé. Et du coup, il se dit, je l'attends et je le défonce derrière, quoi. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Même si, avant même la chute d'Armstrong, Ulrich avait du mal à le suivre parce que Armstrong était en train d'attaquer et Ulrich commençait à décrocher. Mais peut-être que dans sa tête, Ulrich, il se dit, putain, vu la gamelle qui vient de se prendre, normalement, je devrais pouvoir le lâcher après, donc je peux le laisser un peu de temps et après, je lui mets sa douille, quoi. Mais... Ouais, puis 2 ans avant, Armstrong l'avait attendu quand il avait chuté en descente aussi. Mais sauf que bon, c'était pas la même chose. C'est limite d'écart, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça marche pas, enfin, votre truc, genre, ça marche pas. Je veux dire, en 90, si ça arrive en 99, d'accord. Ça arrive en 2000, mettons. En 2001, j'accepte. En 2002, déjà, ça commence à faire beaucoup. Mais 2003, frère, ça fait 4 tours qu'il gagne de suite. À un moment donné, il tombe par terre, tu l'attaques, ça va. T'en as gagné 4. Laisse-moi un, non? Tu vois, tu peux pas lui laisser le 5e. Ouais, mais là, c'est pas... Ouais, mais tu seras toujours l'astérix, tout le monde, ce sera critiqué. Et si tu penses pouvoir le battre, pas avoir besoin de ça pour le battre... Ça fait 4 ans qu'il gagne de suite. Il devrait quand même être bien. Ça fait 4 ans qu'il gagne de suite. Ah ouais, mais nique-le. Tu veux gagner avec tous les honneurs. C'est Contador qui... Tu veux gagner avec tous les honneurs ou pas? C'est pas après 4 ans, pas après 4 ans de défaite. Après 4 ans de défaite, je gagne comme ça. Hein. Moi, je l'ai mon tour. Hein. C'est Contador qui attaque Schleck ou l'inverse C'est Contador qui attaque Schleck après le saut de chaîne. Oui, et c'est vrai que Ulrich, il a son tour. Ma faute. Alors que les Schleck... Quand on repense... Tu vois, je disais toutes ces questions d'honneur, c'est rigolo quand on repense un peu à ce qu'ils sont foutus dans le corps pendant des années. En fait, je pense qu'il y avait une certitude un petit peu ancrée chez à peu près tous les leaders de l'époque, c'est que finalement tout le monde était presque à armes égales. Oui. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Mais cette année-là, peut-être, c'est la seule où effectivement ils avaient à peu près tous la même préparation, avec tous les guillemets qui s'imposent. Mais Johnny, va plus loin. Non, Johnny, va plus loin dans ce que tu dis. C'est pas que c'était à armes égales.
Non, mais Ouais. va plus loin dans ce que tu dis. Pour moi, Bah, c'est pas qu'ils étaient à armes égales. Pour moi, c'est qu'ils savaient pour moi, c'est qu'ils avaient la bêtise de se dire on va jamais se faire prendre. Pour moi, c'est ça le truc. Ils avaient la en fait, bêtise de il penser on va s'était jamais se faire jamais prendre. Bah, d'ailleurs, selon certaines rumeurs, l'année d'après, c'est Armstrong qui appelle l'UCI après le Dauphiné, quand il se prend une tôle par Maillot et Hamilton sur le chrono du Ventoux. Et d'ailleurs, les deux disparaissent très peu de temps après. Et en tout cas, sur le Tour de France, on les voit pas du tout. Théorie du complot, comme quoi Maillot Donc, Bah, l'aurait tellement Après, clairement fait pressentir que s'il voulait pas être contrôlé positif, fallait qu'il se calme un peu, quoi. voilà, Donc, c'est ça. Et après, Hamilton a vraiment été convoqué au siège de l'UCI juste après le Dauphiné, truc qui n'arrive jamais à l'époque. putain, C'est Armstrong la a grande époque précisé- où était complice de Broinel et de Armstrong. Peut-être bien. Oui. Donc là, ce qu'on racontait, c'est-à-dire que Armstrong a littéralement précipité sa chute. C'est qu'en faisant ce geste de petite salope, c'est là que c'est incroyable. Putain, le mec a précipité sa chute. Il y a peut-être de ça. Alors, du coup, le lendemain, on aurait pu s'attendre, je vous invite à aller regarder les profils de Bagargui et Amy va m'aider à prononcer le nom de l'autre col de cette journée. Le soudé, non? Bonnet Non, il- Bonnet pas Belcheria. Il y avait pas un autre col basque que le Bagargui. Bourdin C'est ça. Pogačar. Avec des pourcentages, tu vérifies 3 fois si tu es sur la bonne conversion, tellement ça paraît délirant. Donc, logiquement, tout est réuni pour que peut-être des grimpeurs retentent leur chance dans ces pourcentages. Sauf que, merci Jean-Marie Leblanc, le sommet du coup du dernier est à 80 km de l'arrivée. Donc, tout est réuni pour que tu dormes bien comme il faut devant l'étape. Sauf que Hamilton a décidé de prendre un peu de champ ce jour-là. C'est ça, de prendre l'air. Et s'en va gagner l'étape. Donc on rappelle, hein, dans des pentes à 15-20%, donc avec une clavicule pétée, tout va bien. Seul. Seul dans les 80 derniers kilomètres, hein, parce que voilà. À résister face à un peloton tout seul, bien sûr. C'est Ah oui. une des performances les plus délirantes au final du Tour 2003, je pense. Oui, parce que même là. Isabelle voulait l'étape et t'avais quasiment toute la T-Mobile qui roulait derrière Hamilton à un moment donné. Après, moi, j'ai peut-être une question à la con, hein, auquel je vais te dire une grosse bêtise. Mais un mec qui est 9e au général, qui est 7e au général à moins de 10 minutes, enfin, aujourd'hui, on ne laisserait plus partir autant. Parce que ça roulerait pour sauver sa 5e place, ça roulerait pour sauver sa 6e place. Ah, il y a C'est quand les même matchs sur Bon, sa ça 9e. sort quand même, hein, mais ça arrive quand même. Généralement, tu les vois. T'es Tu vois des 7e. mecs de 10e place dans les échappées, bah. Après, moi, Mais- j'avoue, Oh, je oui, laisse oui. partir Après, les les 80 bornes de plat. Oui, mais t'as quand même des mecs 9-10e. Mais après, là, c'est la différence. C'est aussi que les écarts sont plus resserrés aujourd'hui. Donc, Ouais. forcément, Ouais. dès que ça va prendre 2-3 minutes, le 6e au général, il peut redevenir un danger pour le leader et pas seulement pour le 5e. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, deux petites Ouais, anecdotes non, quand même sur ouais. cette étape, c'est que Hamilton, du coup, qui était vraiment pas bien les 2 derniers jours, enfin même toutes les Pyrénées quasiment, s'est refait la cerise grâce à une transfusion sanguine la veille. Donc c'est pas moi qui dis, c'est lui-même dans son autobiographie. C'est-à-dire que c'est une source quand même plutôt fiable. Et autre anecdote, celle-là qui m'a été confiée donc, par Nicolas Fritsch, c'est que, a priori, donc ce jour-là, le groupe Eto s'est rendu compte que Hamilton était allé plus vite que lui sur la partie plate. Donc en gros, c'est les plus gros rouleurs du peloton et peut-être du monde qui se mettent tous ensemble en prenant des relais de malades sur le plat justement pour être sûr de rentrer dans les délais. Et donc Hamilton est allé plus vite. Putain, tu vois, j'aurais jamais dit que Fritsch avait fait Oui, ce oui, tour-là. parce que les délais. Parce que les délais, ils sont. Enfin, ils rentrent pas beaucoup dans les délais, le groupe Eto. Donc, ils ont vraiment. Ils ont roulé, Charbonné. quoi. Enfin. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont sacrément charbonné parce que je crois que ça part dès le premier col. Hein. Donc ouais, clavicule pétée. Je sais pas si on l'a déjà souligné, mais bon, ça reste quand même. Faut savoir qu'à 19 ans, il fait une chute à VTT, Taylor Hamilton, et il se brise les cervicales. Non, mais il s'est tout cassé. Hein. Je crois qu'il fait la liste justement dans son bouquin. Et en Il devait gros, il y a être, peut-être un os qu'il a jamais cassé. Quoi. Il devait être skieur et du coup, il a fait cyclisme.
Et du coup, le type remporte une étape de moyenne Ça me montagne. rappelle quelqu'un, ça, dis-moi. Certes. Et oui. On donnera pas de nom, hein, évidemment. Mais vous aurez reconnu de quel pays Aderlas nous parlons. Oui, bah écoute. Oui, oh. C'est le pays qui a repris la saison en plus. Voilà. tout C'est à pas, fait. c'est pas le groupe qui chantait Mais de l'huile, là Réglish, c'est ça, pas ça, non c'est... Quelque chose comme ça. Allez. Très, très joli. Ouais, ou le joueur de Liverpool, Kenny Reglish. Oh voilà. putain. Non, mais c'est genre, c'est les bonbons, c'est genre. T'as le truc à Oui, l'ego non, que mais t'aimes pas. voilà. Que personne ne mange, ouais. Voilà, c'est ça, c'est les bonbons que tu rends avec la boîte. C'est ça. Non, mais gardez, c'est bon, c'est gentil. Hein. Bon, alors voilà, on va passer vite fait sur les étapes de transition. Donc, bravo Servais Knaven et Pablo Lastras pour leur victoire d'étape. Mais alors, attends, qu'on passe vite fait, je veux bien, il n'y a pas de problème, parce que j'ai pas grand chose à raconter dessus. Mais c'est quand même pas les mêmes étapes de transition, genre, à cette époque-là, qu'on a aujourd'hui, quoi. Genre. Quoique cette année, on a quand même eu genre des grandes victoires d'échappée. Bah, on a bien vu, merde, pas Carapace, mais Kalkowski, et puis Lucro qui va attaquer et tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que ça jouait quand même beaucoup. Enfin, ça joue beaucoup plus fort le maillot vert en ce moment. Et que t'as vraiment des vraies grosses équipes de sprinters à l'époque où là, ça laissait partir en fait. Bah là, c'était toujours la guerre hein, sur les sprint bonif pour le maillot vert. Ouais, et mais tu il y a vois qu'au même, final, sur la Ulrich victoire qui- d'étape. Mais il y avait, en fait, il n'y avait pas les équipes pour aussi bien contrôler de sprinters dans toutes les équipes. Donc c'est une stat, les étapes de plaine sur le Tour de France. Je crois qu'on est passé de 2 échappées en moyenne qui gagnent chaque tour au début des années 2000 à presque une tous les 2 tours aujourd'hui, tu vois, sur les étapes vraiment plates de transition. Donc ça, c'est vraiment un truc Après- qui a disparu au fil des ans au final parce que les équipes, je pense que c'est surtout le fait que les équipes étaient peut-être mieux préparées, avec plus d'équipes qui étaient entièrement pour les sprinters et des sprinters qui abandonnaient pas dès les premières côtes comme Cipollini ou Petacchi par exemple. Et du coup, on a plus cette première semaine de con avec 7 sprints qui fait que tous les sprinters sont un peu rassasiés dès la première semaine. Maintenant, il n'y en a plus que 3-4 en première semaine, donc il y en a toujours qui cherchent leur victoire. Non, puis il y a un truc, c'est que maintenant les tours, il y a moins d'étapes de sprint. Il y a beaucoup, enfin j'ai l'impression que sur les tours récents, il y a beaucoup plus d'étapes qui terminent sur une grimpette finale un peu chiante, où il y a des boss qui cassent un peu les jambes et t'as moins du coup de grosses arrivées. Il y a évidemment des arrivées toutes plates de sprint, mais j'ai l'impression que par rapport au tour d'avant où t'avais vraiment genre 6-7 étapes bien plates, bien de sprint, où tu pouvais vraiment prendre beaucoup de points et après... Ouais, carrément. Bah, c'est une volonté de Christian Prudhomme. Hein. Je crois qu'il avait clairement dit une fois qu'il voulait qu'il y ait du suspense, même dans les étapes de plaine. En fait, potentiellement qu'une échappée puisse avoir ses chances face à un peloton. Bah, de Lyon, par exemple. Quasiment tout. À l'époque, c'était une spéciale aussi de Jean-Marie Leblanc en première semaine, mettre des étapes plates de 250 bornes, où ça finit inévitablement au sprint, c'était sa spéciale aussi. Hein. Pendant une semaine, ou Petacchi. Alors, on notera quand même trois petites choses sur ces étapes de transition. Donc, c'est toujours la guerre pour le maillot vert parce que McEwen et Cook se tiennent vraiment pas grand-chose. En 2 points à la fin de l'étape 18. Exactement. Ulrich qui va chercher les bonifs devant Armstrong sur un des sprints. Donc, il fait le jeu de McEwen, d'ailleurs, sans le vouloir. Et Pablo Lastras qui complète sa collection de victoires d'étape dans les 3 grands tours. Voilà, c'est suffisamment rare pour être signalé. Surtout pour un coureur qui est un bon coureur, mais Ils sont 100 quand même, hein. De quoi? Ils sont 100 à avoir les 3 victoires d'étape de ce 3 grands tours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est des coureurs de premier plan, souvent. Très souvent, c'est pas la Pablo Lastras, si tu veux. Enfin, est-ce que vraiment tu m'aurais cité si je n'en avais pas parlé? Je pense que ses victoires d'étape sur les 3 grands tours, il en a 4. C'est ses plus grandes victoires de sa carrière, assez facilement, quoi. Oui, si ce n'est les seuls. Ouais, un chasseur Non, d'étape. Speakers. Oui, bientôt. Bah oui. Très bientôt. Moi, j'aimerais juste faire un point sur le classement du meilleur jeune qui est très serré, puisque à la fin de l'étape 18, Denis Menchov est premier avec seulement 42 minutes d'avance sur Mikel Astarloza. Donc je voulais juste signaler quoi là. Attends, Spoiler alert, je crois qu'il y a Astarloza était exactement le jeune. même écart à l'arrivée. Astarloza était jeune. Oui, déjà, ouais. Voilà, c'est bon.
Il n'y avait pas Basso donc Et Sylvain. Non, il y avait plus c'était Basso. l'année précédente Basso. Chavanel est quatrième. Sylvain Chavanel, une minute, il a raté son objectif. Hein. Ah. Chavanel à 1 heure. Juan Miguel Mercado, qui avait déjà passé le sommet de sa carrière, puisque c'était la Vuelta 2001 ou 2002, où il gagne C'est ça. 2 étapes en battant les meilleurs grimpeurs. Et à 23 ans, il a fait quoi? Il a fait une carrière honnête, mais très loin. Et puis, Mercado, c'est une image triste au plateau de Bonas, quoi, quand il se fait déposer de façon assez salée par Ulrich. Mais le problème, là, c'est que Martin se moque des Mercado, enfin se moque. Après, nous en tant que Français, on remet de pas parler malin, parce que moi je connais un autre qui s'appelle Kenny Ellison, et que c'est un peu pareil, donc voilà. Non, parce que Kenny Ellison n'était pas aussi monstrueux que Mercado. Enfin, Mercado, il bat vraiment les meilleurs à la régulière sur les étapes de la Vuelta. Et Ellison, il était dans l'échappée quand même. C'est vrai. Mais Avec un profil Et qui Mercado convenait qui parfait, a- c'était pour le plus léger du peloton dans l'Angliru, ça aide aussi. Mercado qui avait Du coup, gagné on peut dire l'étape du Tour en arnaquant avec Cyril Dessel, cet idiot de Cyril Dessel qui refuse le deal. Déroulé. On roule tous les deux et tu me laisses l'étape, tu prends le jaune. Et du coup, le lendemain, il lâchera le maillot jaune pour 8 secondes, Cyril Dessel. Mais on en Et parlera là, ça très, très certainement, parce que le Tour 2006, il y a tellement de choses à dire aussi. Non, mais les mecs, attendez, je suis pas sûr d'avoir les résumés de Tour 2006, moi. Ah, je vous trouverai ça. Non, mais j'aimerais juste faire un tout petit point, ce qu'on l'a pas dit sur l'étape de Luzardiden. Lance Armstrong, je trouve, j'ai toujours été ultra vénère de la tape qu'il met dans le dos à Chavanel. Tout le monde est en mode ah c'est bien, il le félicite. Moi je le trouve tellement hautain, j'avais tellement envie de le pousser à ce moment-là, de le à une ça, tarasse. oui, c'est d'ailleurs, c'est un peu ça. Que, C'est un peu ça qu'il qu'un fait, an, hein. un an avant, je crois qu'il passe Jalabert pareil dans la dernière montée. Bah, tous les Et jours, qu'il lui presque. laisse pas il lui laisse pas un regard. Et que là, il se fait critiquer pour pas avoir regardé Jalabert. Oui. Il y a un an après, Bah, je du crois coup, qu'il se c'est fait le moment- critiquer pour avoir mis la tape à Chavanel. Bah, du coup, c'est le moment parfait pour juste mettre cette petite anecdote. C'est que Martin, le Jalabert, c'était quelle année 2002. C'est 2000 ou 2001, je sais pas. Parce qu'en 2001 il prend le maillot à poids. Oui, parce que je crois qu'en 2001, Lance Armstrong, c'est le prix Citron. Et en 2003, c'est le prix Orange. Ah ouais, c'est ça. Du coup, Est-ce que Comme tu quoi, peux ça préciser tape pour les auditeurs ce que sont ces deux prix? alors le prix Citron, je crois que c'est le magazine L'équipe, il me semble bien. C'est le Oui, magazine comme L'équipe, pour en Roland fait. Garros d'ailleurs. Ok, qui donne le prix du sportif le moins sympathique. Le moins sympathique, quoi. Que ce soit en interview ou même sur le terrain. Et donc, c'était Armstrong en 2001. Donc, à l'époque de Jalabert, comme tu le dis, et en 2003, donc. Alors, je pense que c'est sûrement pas cette tape, et je pense que c'est aussi le fait qu'ils se battent jusqu'au bout pour gagner le tour. Mais il gagne le prix Orange, qui est le sportif le plus sympathique, selon l'équipe. Oui, Seigneur Dieu. Et qui est-ce qui gagne le prix Citron d'ailleurs cette année-là? Parce que Ah bah, ça m'intrigue. et bien, tu me prends par De défaut, donc il va falloir que tu meubles un petit peu. Et bah, je vais. Andy Roddick. Ah oui, ça marche. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. On valide. Alors, En en tout tout cas, marié cas, avec les moi Britney Spears. aussi, je l'aimais bien, mais en fin de carrière, en 2003, personne ne pouvait le piffrer, hein. C'était entre lui et Hewitt, je crois que je sais pas lequel était plus détesté. Ouais, faut aimer le cyclisme, ça par contre. Faut aimer le tennis, pardon. Exactement. Voilà. Et donc, on arrive au dernier chrono. Et là, Loïs, je te demanderai de mettre un bingo contre quintuple pour le prix Chat Armstrong. Carton plein. Lui qui a toujours été bon sous la pluie, qui détestait la chaleur, là on se retrouve avec un orage apocalyptique, hein, je pense qu'on peut très bien le dire comme ça. Donc au lieu de se retrouver menacé peut-être pour son maillot jaune, il se retrouve un petit peu aidé même par Jan Ullrich. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe? Bah, c'est que Jan Ullrich, tout simplement, il fait pas la reconnaissance. Déjà, c'est génial ça. Enfin, Voilà, donc déjà, il reconnaît pas les virages dangereux, les ronds-points dangereux sous la pluie, etc. Et il fait le chrono à bloc. Et dans un des derniers ronds-points, en fait, il vire super mal et il se retrouve par terre en glissant dans un virage. Enfin voilà, et donc du coup, terminé, Armstrong finit un peu pas en roue libre, mais bon, il finit sans prendre trop de risques et il sait qu'il a la course gagnée. oui, alors qu'en plus, il jouait même plus la gagne du tour en fait. À ce moment-là, il jouait la victoire d'étape parce que Armstrong était qu'à quelques secondes. Il avait à peu près aucune chance de gagner le tour en fonction. Je crois qu'il reprenait une douzaine de secondes et il avait besoin d'une minute 10. Et il reprenait qu'une dizaine de secondes sur Armstrong à 5-6 km de la fin, quoi. C'est ça.
C'est ça. Mais bon, on peut noter que c'est un chrono qui se passe très bien hein, pour toute l'équipe d'Armstrong, car j'ai compté 4 US postales dans le top 10 de l'étape. Tout à fait. La routine. Il y a La routine. Ekimov qui est 6ème, Hugo Peña Normal. 7ème et Incapi Normal. 8ème, juste devant Sylvain Chavanel qui fait quand même 9ème de l'étape. Oui. Ouais, Incapi d'ailleurs, Incapi qui, enfin voilà, il brillait en montagne, il brillait en chrono, il brillait sur les pavés. Ah Enfin, bah, c'est- là, il arrive à l'apogée de sa carrière où il était capable de gagner Paris-Roubaix comme une étape de montagne, comme un sprint passif, comme un chrono, quoi. Oui, il Ça n'était jamais s'appelle- favori dans aucun, mais il était capable de tous les faire, quoi. Il s'appelle Julien Alaphilippe. Mais comme il a la bonne nationalité, celui-là, on est bon. Alors, le seul équivalent que j'ai trouvé, un mec qui gagne Paris-Roubaix, qui fait 2 d'une étape de montagne du Tour de France, c'est Gilbert Duclos-Lassalle, dans les années 80-90. Ah oui. Voilà, c'était l'anecdote inutile. Et Parce qu'on a pas Loïs- aussi Philippe Gilbert quand il part en échappée en montagne. Ouais, peut-être bien, ouais. Et d'ailleurs, Loïs, je me tourne vers toi parce que le vainqueur de l'étape sous cette pluie battante ne serait-il pas écossais? Oui, écoutez, une personne toujours clean hein, dans sa carrière, hein, quelqu'un qui n'a, Aimable. voilà, quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit, qui d'ailleurs est né sur cette fabuleuse île bien connue des gens qui aiment détourner de l'argent, puisqu'il est né à Malte. Voilà, hein, un cycliste écossais né à Malte, champion du monde à la Cofidis du contre-la-montre. Je crois que cette phrase, vous pouvez la ressortir dans n'importe quel camoulox, vous gagnez, hein, parce que là, il n'y a rien qui va. Et qui revient de suspension chez Sonia Duval. Hein, parce que... Pardon. Et surtout, qui est devenu le parangon de la lutte anti-dopage. Oui. C'était une fois chez Garmin, je crois. C'est-à-dire que ouais, Jonathan Waters s'en servait comme tête d'affiche de sa lutte antidopage pendant que Wiggins Apprenait à grimper. De Volder, mais Van de Velde. Mais n'oubliez pas que Zabriskie devenait un top 10 sur le Tour de France et Wiggins grimpait et t'avais Christian Van de Velde aussi. Alors, Van de Velde avait déjà fait, je crois, un top 10, je me demande, sur un grand tour, il me semble. Avant. Et apparemment, alors ça c'est une anecdote du bouquin de Hamilton. En gros, il avait apparemment des meilleurs tests en VO2 max que Armstrong. Et Broinel et Armstrong ont décidé de ne pas lui dire afin d'éviter de gonfler ses ambitions personnelles. Mais après, je crois qu'Armstrong, justement, c'était aussi tout son truc. Il n'avait pas une VO2 max phénoménale. Parce que Greg LeMond, justement, était devenu un peu carré parce qu'il ne comprenait pas comment Lance Armstrong pouvait avoir ses résultats avec cette VO2 max. Enfin, il le comprenait, mais il ne peut pas le dire. Et il avait été dans, je me souviens d'une interview. Je me souviens d'un point presse où LeMond s'était incrusté et qui se lève pour poser une question sur la VO2 max d'Armstrong et demander comment ça se fait qu'il puisse avoir ce résultat comme ça. Et je crois qu'il se fait dégager du point presse. Ah oui, ils pouvaient pas se voir les deux, hein, très clairement. Il y a eu des menaces. Enfin, Lehman dit que Armstrong qu'il a reçu des menaces, des messages vocaux très menaçants. Ouais, puis pour voir ce qu'ont subi les différents témoins dans les procès Armstrong, je suis pas du tout surpris. Alors j'ai juste 2 petites remarques quand même sur cette étape. Et si tu nous écoutes. Et alors 2 remarques toutes connes. Première remarque, c'est que le vainqueur de l'étape, on a toujours pas eu son nom. Et du coup, je vais laisser Loïs dire son nom parce que Loïs, il y aura pas beaucoup d'Écossais qui vont gagner des étapes, donc voilà. Bah, on l'a fait il y a à peu près 30 secondes. Hein. Attends, on a dit son nom ? David Millard ? Bah oui. Voilà, c'est bon. Non, mais je voulais que ce soit vraiment Loïs qui le dise. Donc c'est déjà quand même. Donc c'est qu'on a eu 2 fois une coupe de Beatles qui gagne des gros trucs sur la Coupe de France en 12 ans. Et je vous jure que pour moi, c'est pas tenable d'avoir ces coupes de merde. Là, on dirait Noël Gallagher là, qui roule sur un vélo. On est sur 5 minutes. Et surtout, mais depuis quand on n'a pas eu 2 Français, même s'il n'était pas français, mais 2 Français dans le top 10. Pas encore. Il n'était pas encore français, mais bon, écoute, il est français, c'est comme Sivakov, il est français aussi pour moi. Mais du coup, 2 Français dans le top 10 d'un contre-la-montre, mine de rien. Oui, parce que si jamais vous saviez pas, Laszlo Bodrogi est français, voilà. hein. Ah oui. Oui, depuis. À l'époque, il l'était pas encore. Il l'était Non, pas non. encore. On croit Non, qu'il il l'était pas l'était, encore, mais il ne mais- l'était pas. Oh, joli. C'est super.
Je pense Ouais, que bon. voilà, ça permet de clôturer en beauté le chapitre sur le chrono. Donc on arrive à voilà, Armstrong a assuré sa victoire sur le Tour de France et donc on arrive donc sur la traditionnelle procession vers les Champs-Élysées. Attends, je peux juste du coup répondre à la question de Camille. Bah, Donc, la dernière fois, c'était au contre-la-montre du Tour 2019 où Julien Alaphilippe fait 1 et Thibaut Pinot 7 entre Pau et Pau. Oh putain, c'est vrai. Oui, ma faute. J'ai Je oublié. savais que j'allais t'avoir, donc du coup, j'étais allé vérifier. C'est très bien ce que j'allais dire. Et donc voilà, nous arrivons donc sur les Champs-Élysées. Donc finalement le seul enjeu, enfin il reste 2 enjeux pour cette dernière étape, hein, à peu près comme tous les ans, c'est-à-dire le maillot vert avec des écarts extrêmement serrés donc entre Baden-Cook et Robbie McEwen et évidemment qui pourra lever les bras sur la plus belle avenue du monde. Enfin ça c'est les Américains qui le disent. Et surtout que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir le final de cette étape car on n'avait pas cette foutue caméra latérale de mes fesses sur le sprint et on voit ce qu'il se passe, figurez-vous. Incroyable. Non mais Qu'est-ce que- excusez, on n'a pas réagi parce qu'on a du mal à le dire, mais Jean-Patrick Nazon qui gagne sur les Champs-Élysées, celle-là il fallait quand même se mouiller la nuque en début de tour pour la sortir. Hein. En fait, il fait quelques places effectivement sur les différentes étapes, mais de là à imaginer effectivement qu'il puisse en claquer une et surtout de cette manière, parce qu'en plus il y a pas photo finish. Ah ouais non, il domine. Il D'ailleurs profite son frère également dans le top 10. profite du Dixième. match dans le match entre Baden-Cook et Robbie McEwen. C'est ça, Pour encore le une photo vert. qui a fait le tour du monde avec ce coude Voilà. à coude que je trouve très très limite, hein, personnellement. On est quand même dans un sprint sur des pavés. Ouais, D'ailleurs, justement, c'était ce que je voulais vous demander. Est-ce que pour vous, du coup, le sprint de Baden-Cook est legit parce qu'il a l'air quand même de changer un peu de couloir et de tasser McEwen. Bah, moi, j'ai envie de te dire, comme j'étais un bon fanboy de la FDJ à l'époque, non, du coup. Uniquement pour cette raison-là, hein, mais à l'époque, quand même, 2003, c'était moins strict qu'aujourd'hui. Ah, largement, oui. Peut-être parce que c'est ça qui lui on a vu permet des de s'en classements pour moins sortir. ça, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça passe pas. Ça passe Ouais. plus, ouais. Et parce que peut-être c'est McEwen qui n'était pas le sprinter le plus propre. Pardon, Rémi? Je dis, Boigny fait ça maintenant, il se fait pendre. Ah, largement, oui. Largement. On note également qu'on a 2 coureurs du Crédit Agricole, ce qui font 5 et 6. C'est utile. Hein. C'est surprenant à voir, hein, quand même, ce genre de choses. C'est au Grady, Je sais non? pas, ça. Usoft et O'Grady, tout à fait. Oh, Ah, grade. oui, Bah, ça va pas, genre- Bah, c'est un peu comme la Bora sur le Giro 2020, quoi. C'est ça. Sagan qui fait 2, puis son pilote qui fait 7. Au gradi, au grada. Voilà, C'est- toujours. Hein. C'est aussi un grand jour pour la famille Nazon, puisque Ah oui. Damien deux fait top également 10. top 10 sur les champs. Hein. Mais Jean-Patrick Nazon, il fait 6ème du classement par points et Damien, il fait 10ème. Hein. Oui, et Jean-Patrick regagne une étape sur le Tour 2004 d'ailleurs, pour histoire de montrer que c'était pas vraiment par hasard non plus qu'il a levé les bras sur les champs. Donc 3e victoire d'étape française. Voilà, je crois d'ailleurs que France Télé avait envoyé le cocorico, hein, comme à Bah. chaque fois. Jean-Patrick Nazon a gagné. Enfin, Jean Delatour a gagné plus d'étapes que la Bianchi hein, sur le Tour 2003. Hein. C'est vrai. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Et plus que Total Direct Energy sur tous les Tours de France auxquels ils ont participé. Attends, Johnny, moi j'en ai que 2, moi, des victoires françaises. Hein. Peut-être. Mais Taviron, T'as Viron, c'est Nazon. Ah ouais, pardon, il me semblait qu'il y en avait, il me semblait qu'il y en avait Oui, une voilà, autre, ça. effectivement. Non. Tant pour moi. Ouais, il y a les maillots jaunes, donc je me suis un peu. D'ailleurs, les deux Oui, voilà, qui c'est remportent Nazon des qui étapes était portent le maillot maillot jaune aussi. On peut dire que c'était leur Tour de France à eux. Ah bah très Et clairement. le truc dont on n'a pas parlé, c'est que il y avait une vraie lutte pour le maillot vert. Ils étaient je crois, il y avait 2 points entre McEwen et Cook au départ de l'étape. Et qu'en fait, ils gagnent chacun à leur tour un sprint intermédiaire. Donc à chaque fois, il y en a un qui repasse devant l'autre, etc. Et puis donc ça finit par ce sprint final au coude à coude, à épaule contre épaule plutôt. C'est vrai. Mais Et, d'ailleurs, pour moi, je me souviens pas qu'il y ait un écart aussi mince à l'arrivée sur les champs, que ça se joue vraiment au dernier sprint. qui se joue comme ça, ouais, à l'arrache. Bah, Et Stan, d'ailleurs, bah, il y en a eu quelques fois où Stuart O'Grady, notamment face à Eric Zabel, ils arrivaient
les deux très, très serrés, mais il y avait quand même un petit coussin, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que Grady gagne et qu'Isabelle finisse troisième ou quatrième. Ah, Quoi. si Là où c'était vraiment le mieux des deux, quoi. si je me trompe pas, en plus, le maillot vert change d'épaule ce jour-là. C'est-à-dire McEwen, il l'avait au départ, c'est Couch qui est à l'arrivée. Oui, c'est ça, exactement, il change d'épaule. Mais d'ailleurs, je me souviens de ces deux sprints intermédiaires avec justement le premier, c'est Cook qui est emmené dans un fauteuil par toute la FDJ. Et le deuxième, ce coup-ci, McEwen se fait pas avoir. Et justement, c'est un petit aparté sur un sprinter que j'aimais beaucoup, qui arrivait vraiment à se débrouiller tout seul, sans un train. Et qui compensait avec son flair un petit peu. Et là, c'est comme ça qu'il passe pas loin de reprendre le maillot vert à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, c'est ouf. Vas-y. Sans son train, en faisant partie de l'équipe Lotto, quoi. Parce que, mine de rien, Alors en fait, ses coéquipiers, du coup, ils roulaient comme des malades derrière les échappées. Mais par contre, dans les derniers kilomètres, en gros, une fois qu'il était dans le top 20, en fait, il n'en bougeait plus. Il n'avait pas forcément Ah oui, c'était besoin de crevé. quelqu'un. Ah ouais. De quoi? Ah oui, c'était crevé, du coup. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant. Il se démerdait avec ça, en fait. Ouais. Et sur cette fin de tour, dernière étape, Torushov garde sa 4e place, mais Stuart O'Grady il passe de 5e à 7e parce qu'il se fait dépasser par Jean-Patrick Nazon pour 1 point grâce à sa victoire. Et du coup, dans le top 5, on retrouve un certain Luca Paolini de la Quick Step qui lui ravit la 5e place pour 3 points, puisque Luca Paolini fait 4e de l'étape, tandis que Stuart O'Grady fait 6e, juste derrière Torushov. Donc voilà. Voilà, donc on peut faire 5e dans le classement par points sans avoir été ne serait-ce qu'entre-aperçu de tout un Tour de France. En parlant d'Ogrady, il gagne le fameux classement du centenaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est le classement du centenaire? Voilà, qu'est-ce que c'est, Jamy? Alors, en fait, le classement du centenaire, donc pour célébrer les 100 ans du Tour, ils sont repassés par les 6 premières villes étapes du premier tour, donc Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Et à chaque arrivée dans ces villes, il y avait un classement spécifique avec des points spécifiques. Le vainqueur de l'étape gagnait une prime de 1 903 € et le vainqueur du classement du centenaire gagnait une prime de 50 000 €. Et donc, le classement du centenaire, alors, le classement centenaire, il était calculé en fait à la place. C'est-à-dire, en fait, par rapport au classement par points, c'est inversé. En fait, c'est celui-là qui a le moins de points qui le remporte. Voilà, et le premier de l'étape gagnait 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points, et ainsi de suite. En fait, c'est comme les Tours de France des fins des années 1900, début des années 1910, où en fait, on comptait au point comme ça. Et donc, du coup, c'est O'Grady qui a gagné le classement avec 82 points, devant Ushoff 86, Fabrizio Guidi 103 points, Luca Paolini 118 points, et le 5e. Alors, celui-là, si vous vous en souvenez, c'est Gerrit Glomser, un Autrichien de la Seiko, à 123 points. Voilà. Écoute, avant Ce bon vieux Guérit. Écoute, avant de me lancer sur ce nom-là, je suis certain que j'ai jamais lu ce putain de nom de ma vie. Alors que si, je pense, mais clairement, quand j'ai retravaillé un peu dessus, je me suis dit, putain, Gerrit Glomser, c'est qui cet enfoiré? Moi, ça me parle vraiment vite fait, mais pour te dire ses faits d'armes, alors là... D'ailleurs, du coup, top 10, top 10 à Paris. Ce que tu expliques, Rémi, du coup, je pense qu'on a trouvé la raison pour laquelle on a Ushoff et O'Grady qui font 5 et 6. En fait, ils se battaient pour le prix du centenaire, au péril de leur vie. Ah oui, pas faux. La bataille, c'est pour... Pardon, Camille? Est-ce que ça ressemble pas au combiné qu'il y a sur la Vuelta? Un petit peu dans l'idée. Ça marche un peu. Enfin, quoique, il y a pas de. Ça prend pas en compte le classement des grimpeurs, en fait, prix du centenaire. Ouais. Ok. Le combiné, en fait, c'est l'addition de la place au classement général, au classement par points et au classement du meilleur grimpeur. Ça n'existe plus d'ailleurs, mais à l'époque sur la Vuelta, c'était ça et c'était Valverde qui gagnait. C'est ce que j'allais dire. Et à la fin, c'est Valverde qui le ramasse de toute façon. C'était le prix consolation spécial Valverde. Exactement. Alors, au niveau des autres classements annexes, meilleur jeune, vous l'aviez dit tout à l'heure, Menchov avec quasiment 3 quarts d'heure d'avance sur Astarloza. Ensuite, le meilleur grimpeur, à la surprise générale, c'est Richard Virenque qui remporte son 6e maillot à poids. Bravo à lui, hein, je pense, très clairement. Je pense qu'en plus, à part Moreau, peut-être personne n'a essayé vraiment de lui disputer. Voilà, alors 2e Dufaux et 3e non attribué. Exactement. Ah, mais non attribué a fait un gros palmarès. Ouais, c'est ça. C'est le plus beau palmarès du cyclisme de très très Il loin. manquait un Pierre Roland. Il manquait clairement un Pierre Roland là-dedans. Là. Attaque de Pierre Roland. Non, mais qui aurait attaqué genre sur un col de 4ème catégorie et qui aurait gêné un mec. C'est genre, il aurait été disqualifié d'un col de 4ème catégorie parce qu'il faut absolument les 2 points.
J'ai envie de te dire, c'est là où Patrice Algon a manqué. Il n'a pas tenu son rôle dans ce tour-là parce que normalement, c'est son rôle de finir 4e du classement du meilleur grimpeur. Ah bah, il peut le faire. Bah là, c'est Christophe Moreau, hein, 4e hein, du grimpeur. Ouais. Mais attends, il était où Goupy Strong? Ouais, mais Moreau, il suivait plus en montagne. Non, mais attends, gros, Goupy Strong, il a fait quoi du coup? Mais après, il faut rappeler que c'est la dernière année, je crois, où les points ne sont pas doublés aux arrivées au sommet. Attends, les points sont pas doublés et il fait quand même de toute façon, 324. avec les tracés de Jean-Marie Leblanc aussi, encouragez moins, enfin, aidez moins les leaders parce qu'il y avait tellement de cols avant le col final que c'était. Que les points doublés n'étaient pas là, du coup, c'est vrai que t'avais toujours des baroudeurs qui généralement le prenaient, quoi. Et d'ailleurs, j'ai C'est noté. parfait. Regardez, on n'arrête pas de râler. Mais après, il y avait On râle pas. que Bardet. On râle que Bardet il gagne en 2019 parce qu'il attaque juste une seule fois. Et là, on n'est pas Mais content. après, le truc, c'est que c'était joué d'avance, quoi. J'ai envie de dire, entre 2000 et 2004, après la première étape de montagne, tu savais déjà qui l'avait gagné, quoi. Parce qu'il avait tellement d'avance, que ce soit Jalabert ou Virand qui suivaient, ils faisaient les 3-4 premiers cols et ils mettaient les points et puis personne ne pouvait les rattraper. Bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, 2003, c'est l'année des spécialistes sur les classements de la montagne des différents tours. Car sur le Giro, c'est Freddy González de Sele Italia, à Columbia, qui avait déjà, je crois, gagné un classement comme ça sur le Giro. Et sur la Vuelta, c'est Félix Cardenas, qui ne faisait que justement gagner des étapes de la Vuelta et le classement de meilleur grimpeur à l'époque. On le voyait quasiment que là. Et d'ailleurs, sur cette dernière étape aussi, autre anecdote, Armstrong perd 15 secondes dans une cassure, après s'être complètement relevé sur la fin. Ouais, mais alors justement, ça va, tu vois, parce que perdre 15 secondes comme Armstrong et ne pas perdre sa place, et t'as perdre un top 10 comme Robert Racing. Oui, c'est vrai qu'il le perd sur les champs, je crois, non, c'est ça? Le mec perd ce top 10 sur les champs, putain. À un moment donné. Il crève pas, non, je sais plus. Non, je crois qu'il se relève. Aucun souvenir. Non, je crois que Racing se relève. Et je me dis, J'ai un vague souvenir de l'équipe de mecs en panique sur les champs qui changent une roue. Mais je sais moi, plus. j'ai souvenir de Racing qui part remis sur les champs. Alors, je ne sais pas s'il a perdu. Je sais pas s'ils l'ont pas remis genre dans les temps. Sur la Et là, scène, il n'est pas neutralisé sur les champs, il n'a pas de bol, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, probablement pas Racing, vu que Racing a fait 11e. Mais il doit perdre un top 5. Enfin, il doit perdre vraiment une place une place importante. Parce qu'il se relève d'un coup, en fait. Il se relève parce que, il se relève, quoi. Et il perd sa place. Génie. Alors, je donne quand même le top 10 final. Donc, premier, à l'époque, Non attribué. Armstrong, aujourd'hui non attribué. Deuxième, Jan Ullrich. Troisième, Vinokourov. Quatrième, Hamilton. Cinquième, Zubeldia. Sixième, Iban Mayo. Septième, Ivan Basso. C'est presque pareil, au moins au niveau Puerto. Huitième, Christophe Moreau. Neuvième, Carlos Sastre. Et dixième, Paco Mancebo. Le chauffe-eau. D'ailleurs, T'as oublié Un de beau dire, top c'est que 10. Vinokourov gagne aussi le super combatif. Exactement. Bah, pour le Et coup, c'est il y a mérité. également le classement de l'Europe élargie. Ah, j'avais complètement oublié. Merci de me sauver sur ce coup. Je t'écoute. Je sais, il y avait pour fêter l'entrée du nouveau pays dans l'UE, le passage à 25 de l'Union européenne, il y avait eu un classement entre les coureurs de ces 10 pays. Sauf qu'il n'y avait pas grand monde pour y contribuer et que je ne sais plus qui avait gagné, c'était pas Anderlecht, Anderlecht, je crois. Oui. Voilà, qui Un avait Tchèque fini de l'an- 83e au général. Voilà, Euh, bravo à lui. Je Il sais même avait pas s'il y avait une battu- dotation. alors, on retrouve même pas on retrouve plus la trace du classement dans les archives. Donc je ne saurais pas trop te dire qui l'a battu parce que Yuri Christophe est ukrainien, donc non, il n'y avait pas l'Ukraine. Padernos. Il n'y avait Peut-être la bien Hongrie. Padernos, ouais. Ouais. Alors attends, est-ce Moi, que. j'ai- Non, c'est même pas sur la page J'ai vu Wikipédia. Roman Weinstein. Ah ouais, Weinstein. J'ai vu Ah, Roman Weinstein, 116e. De toute façon, ça va être c'est Ouais. tchèque, slovaque, estonien, lettonien, enfin letton, pardon, lituanien, et après ça doit être, il y a eu quoi, slovène, enfin, Malte, Crète. Donc ça, il n'y avait pas de coureur. Ouais, Et Slovénie, Et d'ailleurs, je vous avais aussi demandé Pologne.
un petit peu de regarder, outre ce classement, ma foi, un fort beau gabarit, ce qui était devenu un petit peu les membres du top 6. Parce que voilà, certaines reconversions sont un peu plus surprenantes que d'autres. Donc on va commencer par du coup, alors, non attribué. Bah, moi, j'en ai une, du coup. Bah, celle-là. Bah, moi, j'ai celle-là. C'est que. Bah, je vous en avais parlé avant, mais c'est. Après cette victoire, non attribuée est donc devenue une star, mais vraiment une star du showbiz aux États-Unis, à tel point qu'il tourne pendant les mois suivants dans Dodgeball. Il joue son propre rôle et il joue un rôle assez important dans le film, vu que, en gros, donc, c'est un film de sport, et puis le héros, il commence à perdre. Il commence à Joué par perdre, Ben Stiller, d'ailleurs, pour. Non, le héros est joué par Vince Vaughn. Ben Stiller, c'est le méchant. Vince Vaughn. Ah oui, Non. c'est vrai. Autant pour moi, ouais, Ben j'avais. Stiller est le méchant. Et donc, Vince Vaughn, il est en train de perdre espoir, son équipe est en train de perdre, et puis il veut tout lâcher. Et Armstrong lui dit, écoute, j'ai pas perdu une couille pour abandonner, et quand c'était compliqué sur le Tour de France, j'ai pas abandonné, donc tu peux gagner. Donc le Tour de France 2003. Il dit j'ai pas renoncé à mes principes. Mais C'est ça, meilleure voilà. réplique. Magnifique parce qu'il fait le discours à base de j'ai pas renoncé à mes principes, je me suis entraîné plus fort que jamais pour revenir et dominer. Et Quand puis, vous regardez c'est dur ça 15 ans après, c'est particulièrement drôle. D'ailleurs, le dodgeball, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est une balle aux prisonnières en un petit peu plus vénère. Et c'est un sport tellement, confidentiel, hormis aux États-Unis, que même Loïs ne le chronique pas, celui-là. Oh, ça va. Oh. Ouais, mais c'est Ballon- pas sûr. Ballon prisonnier, il y a des éléments d'Armstrong chasse dedans ou pas? Ah, mais c'est pas sur ES. Non, mais c'est logique, parce que Loïs n'a pas ESPN 8 d'Iocho. Non, mais voilà, genre, Armstrong, en tout cas, à la sortie de ce Tour de France, c'est là qu'il devient vraiment une star. En gros, il était connu aux États-Unis avant, ça, y a pas de problème, mais il devient une star qu'on voit partout, qu'on voit dans les talk-shows, qu'on voit dans les films, parce qu'il fait plusieurs apparitions dans plusieurs films. On le voit dans la pub, et comme on l'a dit auparavant, il sort avec Sheryl Crow, donc c'est là que c'est un mec du showbiz. Cette C'est un victoire-là, grand philanthrope avec sa fondation Livestrong aussi, qui fait qu'il est très populaire et que absolument tout le monde porte son petit bracelet à ses couleurs. Ce qui a quelque peu changé depuis. attends, c'était pas l'époque Bizarrement. stand-up speaker, je porte aussi celui-là. Hein. C'est vrai, Ouais, ça doit être un an ou deux avant. C'est l'époque où c'est il la a commencé mode, des bracelets moches. Voilà, c'est la mode des bracelets milieu des années 2000, hein. La grande époque. C'est ça. Concernant Loïs, du coup, Et certes. alors, du coup, je vais juste renforcer ce que Martin vient de dire, c'est qu'effectivement, le bracelet Livestrong est lancé en mai 2004. Donc, c'est vraiment. Enfin, tu roules sur ton tour 2003 que t'as gagné contre tout le monde, quoi. Et genre, D'ailleurs, à l'époque, quasiment tout le peloton le portait. Alors, est-ce que c'est vraiment par philanthropie ou par peur? Peut-être. On ne saura jamais. Par signe d'allégeance. Exactement. Alors, quant à Ulrich, du coup, on le verra plus jamais à ce niveau, hein, concrètement. La rumeur de Radio Peloton l'année d'après dirait qu'il y a un petit souci avec sa poche de sang, ce qui n'est jamais arrivé, hein, côté des patients de Fuentes, hein, évidemment. Vinokourov, lui, par contre, lui, il est devenu Non, spécialiste. mais attends. Non, attends. Et que ce soit sur Ulrich ou Armstrong, Non. on peut avancer plus. Hein. Attends, on pourrait faire une émission sur Ulrich, mais là, je viens de voir un truc. Il avait quand même, pour l'affaire Puerto, donc il était dans le truc. Il avait donc un CD. Comme la moitié du top 10, d'ailleurs. Oui, il avait un CD où il y avait des numéros de téléphone avec deux individus. Le pseudo, c'était Astérix et Obélix, et c'était Fuentes et son assistant. Rien que ça, moi je trouve ça mais magnifique. Tu peux trouver n'importe quel surnom. Non, Astérix et Obélix, c'est magnifique. Bon, faut savoir qu'il y a aussi Ulrich, on pourrait faire une émission sur lui parce que entre le dopage, son après où il se tape avec n'importe qui fait des accidents, qu'il est en clinique psychiatrique, enfin bref. Ouais, ça a été difficile pour lui. Après, Hamilton a une métaphore pas mal sur son enfance en RDA. C'était l'époque où, en gros, les préparateurs physiques, ils balançaient 12 œufs contre un mur et finalement, le seul qui cassait pas, ils en faisaient un champion. Pour donner une idée des méthodes d'entraînement et de la douceur. On marche avec la Russie la Russie, tout court. La Russie. La Russie, tout à fait. Donc, La Chine aussi, mais pardon, mais ça j'ai pas le droit de dire.
faut pas le dire, c'est ça. Je disais Vinokourov aussi, bah lui s'est reconverti dans le téléachat, hein, très clairement. C'est que je crois que pour la vente en direct, il a toujours été très bon. D'ailleurs, on parlait de russe, on demandait à Alexander Kolobnev ce qu'il a pu en penser. Et est-ce qu'on peut quand même... Il a remplacé son Topstar par un rib. Ouais, exactement. Bah, est-ce qu'on peut quand même évoquer juste la dernière ligne droite des Jeux Olympiques 12 avec Rigoberto Urán? Ça vous parle ou J'en avais parlé dans un épisode précédent, je vous laisserai replonger là-dedans parce que c'est... Oui. C'est fait. Bah, en fait, en gros, ils sont les deux. Urán est devant et chose que tu ne fais jamais dans un sprint à deux, c'est il est quasi au milieu de la route à slalomer sans trop regarder. Limite, il attend en fait que Vinokourov parte pour ne pas le rattraper. Alors qu'en plus, on sait depuis qu'il va vite au sprint, quoi. C'est absolument n'importe quoi. Donc Hamilton ensuite, il a sa fracture s'est remise, hein, merci pour lui. Mais comme je le disais tout à l'heure, sa carrière s'est un peu arrêtée net l'année suivante malgré un titre olympique en chrono. Mais, bah, tu vois, c'est ouf quand même. C'est que le mec était meilleur avec une fracture que sans. C'est incroyable. C'est la Imagine, constance c'est- chez Tyler. Hein. C'est ça, Il c'est aime la douleur, on deux top dirait. 5 en grand tour, c'est avec soit une épaule, soit une clavicule pétée, quoi. C'est Quel homme. ouais, exactement. Bah, Zubeldia, on va passer parce qu'en fait, finalement, c'est le plus régulier, de très très loin sur C'est ce. l'histoire la moins intéressante du top 6, C'est ça. je pense. C'est ça. mais Du Zubeldia, top je pense qu'on va en 10, parler. Bah, du top 10, en Mais je fait, pense c'est qu'on- le plus régulier avec Sastre, quoi, très clairement. Non, mais on aura forcément, genre, à un moment donné, un sujet. Des vannes, en fait, sur eux. Bah non, parce Mais il y que aura pour les forcément deux, un c'est la sujet sur Sur diffamation. l'après-carrière. Parce que non, mais sur l'après-carrière, tu regardes quand même où sont tous les autres. Ah C'est bah, une belle brochette. Ivan mais Mayo, on on aura- peut y venir aussi, hein, parce que donc. C'est beaucoup toujours. Juste sur Zubeldia. Ouais. On aura forcément un sujet sur les mecs qui ont fait genre les top 10 à non plus finir et qu'on n'a jamais vu. Ah bah, Ça, Zubeldia, gros- clairement, il est dans le. Zubeldia, Go le for nine. 26. Et, Roman Krejciger. et Mayo a Romain fini Krejciger. exclu définitivement du cyclisme peu de temps après parce que un contrôle, je crois, il se fait choper à l'EPO et en plus il doit être plus ou moins dans Fuentes. C'est pas impossible, ce n'est pas sale. Il essaie Ivan de Mayo. revenir chez Sonia Duval, mais Oui, voilà. voilà. Et je crois qu'il a un petit mieux début 2006, mais en fait on l'a plus jamais revu à ce niveau. Et alors, je vais venir chez Amoura. j'ai pas réussi à savoir si c'était genre une rumeur ou quoi, mais il serait aujourd'hui chauffeur routier. Pour Amoura. Selon certaines sources. Certaines indiscrétions. Exactement. Alors, Ouais. parce que c'est sûr pour Isidro Nosal, pour Maillot, ça a l'air d'être un peu plus. Voilà. Des gens qui se demandent si c'est une légende urbaine ou quoi, mais voilà. Ah, On- Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si on a entendu, mais Mancebo court toujours par contre. Exactement, avec Oscar Sevilla, d'ailleurs, je crois qu'ils sont dans la même équipe. C'est pas Ou impossible. alors ils l'ont Il été. avait, David il Rebellin. avait aussi fait partie de cette grande aventure qui était Rock Racing. Oui, avec Ouais, Hamilton, en- d'ailleurs, Ah. avec Cipollini, avec. Voilà, que des grands coureurs. Avec ce Mais, superbe maillot avec des têtes de mort. C'était. partout. Ouais. Après, C'est j'aimais n'importe bien, quoi, cette j'aimais bien équipe, dire. C'était très drôle. Alors, sans vouloir être méchant, c'est l'équipe parfaite pour gagner le Tour du Portugal. Alors, on va. Alors sachez que. Ouais. Alors, j'ai juste pour dire, genre sur Mancebo, c'est que donc, alors, il porte toujours de l'équipe japonaise aujourd'hui, qui s'appelle Matrix Power Tag, où il y a 3 Japonais, 3 Espagnols. Écoute, je pense que si Johnny et moi on avait créé une équipe, on aurait eu fait ça. On a pris 3. Vas-y, tu prends tes 3 Basques, prends mes 3 Japonais, et tu casses pas les couilles et on fait n'importe quoi. Je pense qu'on aurait fait un truc un peu dans ce style-là, quoi. Avec attaque, tu sais, genre à 140 km de l'arrivée. Ah bah enfin, sinon, ils attaquent tous. Hein. Le Ah, panache. voilà. C'est ça. Ah, mais On va pas c'est- viser le enfin, top 10. Hein. franchement, je pense qu'il faudrait un jour qu'on se fasse un truc, genre essayer de mater le Tour de Colombie et en parler, parce que je pense que ça doit être quelque chose aussi, avec des cols qui font 40 km de long, enfin, ça doit être vraiment... Bah, n'importe quand tu quoi. tombes en gagnant aussi, c'est magnifique ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La course en Chine, là où ils sont à plus de 3000 mètres pendant toute la durée de la course, là, c'était le lac Kingai, je crois, ou un truc comme ça. Ça doit être pas, Ah, ça le doit être pas mal. Tibérique. À la Ah fin, bah, je pense, quand tu redescends au niveau de la mer, oui. tes poumons, ils explosent. C'est genre, t'as Ah de la oui. décompression dans l'autre sens. Ah, mais quoi. je suis passé par là et. Je suis passé C'est par une là et. course pour le tour. Hein. Oui. Ah, mais je suis passé par là et Ouais, je dirais que organisé. J'ose même pas imaginer comment est-ce qu'on peut faire du vélo là-bas.
pour y être passé, je peux pas vous dire. Je comprends pas, et pour moi, c'est inhumain, mais bon, voilà. Ah, c'est l'Équateur en foot qui perdait jamais un match à domicile. Enfin, même Tu m'étonnes. un match à domicile, parce que tu sais, le stade il y a 4000 mètres. Enfin, le terrain il doit faire 20 km de long et le ballon il vole. Ça doit être vraiment quelque chose de particulier, quoi. Ah non, Voilà, donc C'est la bonne vie. on va passer quand même un petit peu. Alors, du coup, là, on est déjà à 1h20 d'émission, donc on va faire un petit bilan bref en quelques phrases. Du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de ce tour? Et allez, on va commencer par Martin. Je pense que ce tour, ça restera la meilleure publicité pour la légalisation de l'EPO au final. Parce que Ah, bah, quand tout le monde est à armes égales, effectivement, ça a le mérite d'être fun. voilà, là pour une fois que Armstrong est préparé de manière identique et que son équipe n'est plus 3 dimensions au-dessus de la concurrence, Bah, on ceci se dit, marche je pense quand même qu'on est beaucoup déjà bien. plus qu'à l'EPO. Je crois qu'il y a déjà des transfusions qui ont sacrément fait leur trou. Oui, c'est clair, parce que le PO, ça avait quand même majoritairement disparu à ce moment-là, puisque à partir de 2000-2001, on commence à pouvoir le détecter. Il y a eu le PO de seconde génération qui n'a pas été super populaire, et le troisième génération arrivera plutôt en 2005-2006. C'est ça, là, c'est plutôt les microdoses 2008. en fait de PO à ce moment-là, ça, et ouais. les transfusions parce que Fuentes commence à travailler avec tous les leaders sauf Armstrong, grosso modo. Techniquement, c'est Pfizer, Moderna et Sanofi. Exactement. Ah, mais c'était l'époque des cocktails, en fait, où tu prenais Les un pots produit belges. pour doper et ensuite 3 produits pour cacher les sous-produits. Ezequiel Mosquera, si tu nous écoutes. Parce que il se fait gauler un produit masquant quelques années après. Ouais. Ok, très bien. Du coup, Camille, justement, t'avais l'air motivé pour parler de ton bilan. Moi, ce que j'ai retenu de ce tour, c'est que me replonger dedans, ça a été ultra fun, parce que ça m'a rappelé d'un cyclisme. Alors, je dirais pas que c'était mieux avant, mais c'était différent avant. Voilà. C'était différent, les courses étaient différentes, et j'aurais adoré voir ça de mes yeux d'aujourd'hui. Donc c'est un plaisir, de me replonger là-dedans, quoi. Alors, je J'ai mettrais juste un rigolé, bémol, parce que je crois que c'est la seule année où on n'a pas vraiment le train US Postal comme on a pu l'avoir avec limite 5 coureurs qu'on mène à 5 km du dernier sommet, quoi. Ah non, c'est pour ça que j'ai bien pas dit que c'était mieux avant, c'était différent. Et Non, il y a un truc qui change différent. aussi pour la différence, c'est que ça fait aussi du bien de revoir des mecs sans casque. En fait, même on si les je reconnaît. comprends pourquoi c'est obligatoire, mais ça faisait quand même des images. Après, quand Qui ont tu vois la plus de chute gueule, d'Armstrong dans la montée du Zardiden, tu te dis en fait un casque en montée, c'est pas inutile. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec les spectateurs. D'ailleurs, voilà, Bien sûr. même pour le vélo taf, portez un casque, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, faites ça. Rémi, Message de prévention. exactement. Alors, pour moi, le Tour de 2003, c'était à la fois très excitant et très frustrant. Je parle bien de vélo, hein. Et parce qu'en fait, voilà, la course était vachement magnifique. Il se passait magnifique. Était vachement spectaculaire. Il se passait des trucs tous les jours. Mais à la fin, c'est toujours Armstrong qui gagne. Sachant que moi, à l'époque, je pense comme beaucoup de monde, on voulait qu'Armstrong tombe. Par tous les moyens quasi, c'est-à-dire on voulait qu'il soit battu. On en avait marre de voir ce mec arrogant se pointer avec tous ces boys là, à rouler, à nous pourrir des tours, clairement. Hein. Franchement, les tours 99 encore, ça passait, mais 2000, 2001, 2002, c'était dégueulasse à souhait. Et on n'avait qu'une seule hâte, c'est qu'enfin son hégémonie se finisse et qu'on ait enfin un nouveau vainqueur, enfin quelque chose de nouveau. Donc on est passé à ça, d'avoir un vainqueur qui soit pas Armstrong, et puis au final on se tape quand même Armstrong. C'est ça, et en plus, il faut rappeler qu'en 2003, le sentiment général du français moyen envers les Américains était pas tout à fait au beau fixe, rapport à la guerre en Irak que j'ai évoqué tout à l'heure. Exactement, voilà, c'était quelque peu tendu. Et toi, enfin, Loïs? Alors déjà, j'aimerais juste signaler qu'Alexandre Botcharov, 24e du Tour, a créé sa société d'installation en sanitaire et thermique qui s'appelait AB Thermique en 2013 à côté de Pau. Donc si jamais vous avez besoin d'Alexandre Botcharov, je fais la pub, hein, bien sûr. Je le salue. Français des Russes, comme disait France Télé à chaque fois qu'on le voyait à l'écran. Voilà. Hein, c'est mal, c'est Sivakov, mais bon. Bien sûr. C'est vrai. Mais je salue Alexandre Botcharov.
Je salue aussi Ivan Basso qui optimisait bien son salaire dans des paradis fiscaux avec d'autres cyclistes, dont un certain Tony Galopin. Mais faut pas trop le dire trop fort. Hein. Bon, voilà. Le Tour de France 2003, c'est marrant parce que j'étais, je pense être un des plus jeunes de l'Assemblée, donc c'est vrai que j'avais des bribes de souvenirs, notamment la chute d'Armstrong dans l'Ussardinen, parce que c'est vrai que c'est une image qui est quand même assez marquante, et la chute de Bellocchi parce que voilà, hein, c'est quand même assez douloureux. Mais ouais, le fait de replonger dedans, en fait, il s'est passé tellement de choses. C'est vrai que, voilà, moi j'ai tendance à défendre le cyclisme dopé parce que quitte à ce que non mais j'ai envie de dire, quitte à ce qu'on le sache, je veux que les mecs s'attaquent de partout en fait. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est bon, je veux dire. Personne n'est tombé des nues quand on a appris qu'Ulrich, Vinokourov, Armstrong et tout, ils étaient dopés. On était genre, quoi ? Ah bon ? Non, ça, on le sait tous. Mais putain, ça s'attaquait de partout. Qu'est-ce que c'est drôle. Les mecs sont à 40 dans des montées. Ça me fait mourir de rire. Tu te dis, ouais. Alors, ceci dit, c'est la seule année où il se fait attaquer. Et pour rester dans mais pour rester dans le sujet, je pense qu'on peut. Excuse-moi, mais pour rester dans le sujet, je pense qu'on peut passer le coucou à Ricardo Rico également. Oui, exactement. Bien sûr. Alors, oui, parce que pour l'anecdote, quand même, Ricardo Rico, qui a failli mourir à cause d'une autotransfusion mal découpée, donc est aujourd'hui devenu anti-vax, parce qu'il a peur, en fait, que par rapport aux substances qu'on pourrait lui injecter. Voilà, fin de la blague. Ça, c'est... Et moi, je veux juste quand même en placer une parce qu'il y a un mec qu'on a oublié. Ah. Je suis vraiment désolé, mais il y a un mec qu'on a oublié, c'est pas bien. Je m'attends Moi, au je pire. voulais citer. Ah non, mais. Oh non, arrête. Non, mais non, je vais pas parler japonais. Parce que le japonais n'était pas encore là. Non, moi, je veux vraiment saluer Hans de Klerk. Lanterne Hans rouge. de Klerk, oui, qui est lanterne rouge de ce Tour 2003. Et qui bat Alessandro Bertolini pour moins d'1 minute. Et Bertolini, ça va bien lui casser les couilles aujourd'hui de ne pas avoir lâché un petit peu plus en montagne. Mais voilà, il faut quand même saluer. Je pense que Bertolini, il en a peut-être une autre de lanterne rouge. Pourtant, Bertolini fait dernier du prologue et assez loin en plus, hein, donc il avait pris de Alors, l'avance. Hein. il faut savoir qu'Hans de Klerk, il y avait une enquête judiciaire sur son pif en 2001, hein, donc bon. C'est pas possible. Sérieux ? Ouais, et Bertolini, il avait un contrôle positif en 97 et une analyse de sang un peu bizarre en 2000. Voilà. Donc techniquement, si on doit les virer les deux, la vraie lanterne rouge, c'est Daniel Beck, qui finit 145e. Mais bon. Je ne Quel sais tour absolument incroyable. pas de qui il s'agit. Non, mais quel Mais tour c'est incroyable. de la Bianchi qui était plutôt bon contre la montre, je crois, mais voilà, qui servait à rouler costaud. À noter Qui aura que. permis de faire un bon chrono par équipe. Et qui est le plus mauvais français ? Tiens, est-ce que vous allez trouver qui est le plus mauvais français au classement ? Oh, Je crois que Médéric Marianne est Harry. assez bas. Attends, je remets la page. C'est un sprinter. Du Moulin. Ouais, Dumoulin. Ouais. Samuel Attends, c'est pas Dumoulin. Marianne Harry ? À 4h04 et 59 minutes. Ouais. Attends, mais... Samuel Dumoulin. Et Marianne moi, je Harry, suis, Ah, il est pas loin. Mais avec Christophe. Du moulin, pas trop vite. Oh là là. Ah putain, j'étais loin. Il y a quand même Christophe Edalen, JP Nazon, Frédéric Finot, Sébastien Hinault. Et ensuite, Marianne Harry, parce que lui, je me rappelle bien de lui, qui est bien nul sur Ski Major 3 d'ailleurs. Et c'est qui, tiens, un petit quiz pour vous, histoire de terminer tranquille, c'est qui les 3 Français qui sont dans le top 10 du classement du meilleur jeune ? Chavanel, déjà. Ouais. Alors, Chavanel, ouais. Casar, peut-être, non? Non. Zah, Fritsch. non. Non, Fritsch est un peu vieux à ce moment-là, je crois. Lacrosse. Non. Non. Nicolas Vaugondi. Non. Du Moulin. Fliquinger. Andy Fliquinger, 5e, tout à fait. Bah, il le porte d'ailleurs, le maillot blanc. Il n'y a pas Veuclair? Non. Non. Bah, Vauclair est très loin. Bah, mon coutier, il est jeune encore ou pas? Oh non. Pas mon non, il est Coutier. 75, mon coutier. Bah, c'est Il y a un Benedetto. proche de Vauclair, par contre. Bah, Benedetto. Gélin. Non. Pinot, Jérôme Pinot, 9e. Oh putain, il était jeune. Ouais. Ah, c'était le plus jeune coureur du Tour de France en 2002 ou je sais pas. C'est ça, c'était le Benjamin l'année Peut-être d'avant. ouais. 2003. Donc Jérôme Ah, Pinot. c'était des cheveux à l'époque. Un personnage qu'on n'a pas cité dans ce tour, et je suis surpris que Camille l'ait pas beaucoup cité, c'est Arnold Schwarzenegger, qui avait fait une apparition pour faire un photoshoot aux côtés d'Armstrong dans ce Tour de France. Oui. Écoute, je savais pas Je suis surpris que Camille n'en ait pas parlé. Et d'ailleurs, anecdote là-dessus, c'est que du coup, il vient justement féliciter Armstrong en le gratifiant d'un I know who you are. Et par contre, oui, vachement. juste après, donc c'est Badengu qui est sur le podium pour recevoir le maillot vert, qui tend la main à Schwarzy. Et alors, soit Schwarzy ne l'a pas vu, soit il lui a mis un vent absolument monumental.
C'est une des dernières images que j'ai, des images qui m'a resté de Baden-Cook. Du coup, c'est qui le plus chargé des deux entre Schwarzenegger et Armstrong? Ah, Schwarzenegger. Ah ouais, je pense Clairement. aussi, ouais. Ouais, Ok. là, clairement. Bah, en fait, Schwarzenegger, ça a duré quand même pendant un sacré paquet d'années aussi, donc Non, plutôt, genre, Armstrong, il a plus qu'une couille, mais il a quand même des gamins. Schwarzenegger, il a ses deux couilles, mais il a plus de gamins. Donc, à un moment donné, il y a un problème. certes. Alors moi, je conclurais quand même juste avec un petit bémol par rapport au fait de légaliser le dopage, parce que si au final tu demandes à tout le monde de se doper Oh, t'es pareil, pas drôle aussi, là. non mais si tu donnes à tout le monde la même chose, t'en as forcément qui vont essayer d'obtenir un truc soit un peu plus, soit un truc un peu mieux, enfin... Ah non, mais moi, c'est- moi je serais partant, tu signes une décharge, tu prends tout ce que tu veux, bah les couilles, on s'en fout, vas-y, sois libre, flingue-toi la santé, t'en bats les couilles. Ouais, mais là, tu te finis. Ah mais non, mais les mecs... Une génération où Ah mais après... non mais après... tour, t'as Armstrong qui est déchu, qui parle plus à personne. T'as Ulrich qui est en HP, t'as Vinokourov qui fait tout pour éviter la tôle. Hamilton qui. Bah, c'est pas ce qui arrive en ce comme moment. étant le gros dopé. Maillot Mais c'est qui est pas ce qui arrive en apparemment ce moment, chauffeur je crois. routier. Christophe Moreau qui vote à l'extrême droite. Paco Mancebo qui s'en sort bien. Paco Mancebo, je pense que lui, il attend ses 42 années de cotisation, comme c'est prévu en Espagne pour partir à la retraite. Hein. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Ah, Non, ou alors, est-ce qu'il serait pas en train de vouloir battre le record de Rebelline? C'est vrai. Bah, il faudrait que Rebelline s'arrête déjà. Hein, parce que... Ouais, Bah oui, bah justement, il a le Pour problème. l'instant, Rebelline Pratiquement. refuse d'arrêter. Hein. bientôt 50 ans cette année. Gros Mancebo, il se réveille tous les matins. Il est pas dans l'équipe j'arrête. de Miguel Martinez. Ah, c'est pas impossible. Mais Rebelline, lui, c'est quand même le... Ah, on t'entend Oui, Rebelline t'entend est pas. chez Cambodgia, oui. Ah oui, non, Cambodgia, Miguel Martinez, il est chez Amore Vita. Non, mais vous imaginez comme on se foutait de Chris Horner en 2013 parce qu'il avait 42 ans et qu'il gagnait un Tour d'Espagne, mais Rebelline a le même âge en fait. Et ben voilà, bravo à David et Rebelline pour sa victoire. Non, mais Rebelline, il veut concurrencer Gianni Longo, en fait. Doit y avoir de ça, ouais. Bah, il y arrive. Hein. J'espère juste que sa femme ne rencontrera pas les doigts, comme le mari de Gianni Longo. Ou Mais Robert n'oubliez pas Marchand, sinon, je sais pas. Ouais, Ouais, je pense que ouais. c'est ça. Non, mais n'oubliez pas que Rebelline, on rigole, mais à un moment donné, il fait quand même top 10 du Sibiu Tour. Et le Sibiu Tour, c'est pas un truc de connard, hein, c'est un truc qu'il faut. Ah oui, non, mais il a un niveau acceptable. Hein. Il a un niveau d'un coureur pro acceptable. Hein. Ouais, Ah non, mais Ça, je pense. je Alors que pense Miguel qu'il Martinez, c'est pour la nous blague. fume tu vois. tous, il nous fume tous dans n'importe quelle montée, soyons honnêtes. oui, non, parce que. Mais, Ah bah, facile. oui, non, parce qu'on rigole, on rigole, mais attendez, genre là, je connais genre le top 10 du Sibiu Tour. Bon, on s'en prend de pas mal de mecs, mais t'as quand même. Donc si je regarde pas la bonne étape, c'est le problème, mais t'as quand même du Patrick Conrad. Hein. T'as du Patrick Conrad qui est dans le top 10, quoi. Conrad, bah, c'est Donc, Conrad Mühlberger de Bora qui font tout péter et t'avais que Battilati et Roca dans les roues. Et après, tout le monde était. Ouais, mais à t'as Lucas 40 Wackerman. Non, gros, Ouais. t'as Lucas Ouais, Wackerman non, qui a non, 5 c'est minutes. acceptable. Mais après, Et tu Rebelline, regardes, il a 7,40. Par hein. contre, Rebelline, Seulement il est 7,40. entre Adney, ouais, mais après, il est entre Adney Van Egelen et Marco Tizza, quoi. Et Filippo Fiorelli, moi, je t'avoue, je connais un peu, mais pas à ce point-là. Gros, David Baïs, Lucas Covilli, des mecs qui ont fait le tour, qui ont fait Non, le mais je me Giro, quoi. souviens que j'avais regardé l'étape reine du Sibiu Tour cette année, et très vite, ils étaient plus de 4 devant, et vraiment, après, advienne que pourra. Bon, sur ces considérations, donc sur la brillante carrière longue dans le temps de David et Rebelline, je pense qu'on peut du coup remercier nos auditeurs de s'être tapé donc de quasiment 3 heures d'émission sur le Tour 2003, mais voilà, on voulait quand même vous transmettre un petit peu cet amour qu'on a pour cette époque pourtant compliqué, on va dire, du cyclisme, mais qui quand même nous aura fait vibrer quand on était jeune. Et voilà, on espère quand même vous avoir transmis ne serait-ce qu'un tout petit peu de la passion qu'on pouvait avoir pour cette épreuve. Et on vous dit donc à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Salut. Salut.